Et bonjour à vous, ici Mom. Bienvenue dans ce nouveau crossover numéro 12. J'ai vérifié parce qu'en fait, j'ai fait un petit j'ai fait une margoulade, j'ai fait mon margoulin. En fait, il y a un crossover que je n'ai pas compté. Donc concrètement, c'est numéro 12 hein. Mais ça peut être numéro 13. Allez, débat si tu veux en commentaire. Ce soir, après avoir reçu CAD de mes vieilleries la semaine dernière, ce soir, je reçois la collection métal. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, comment ça va? En tout cas, moi ça va très bien, j'espère que toi aussi. Comme je disais tout à l'heure, on vous propose du contenu en stream, en live, avec une semaine de boulot dans les pattes. Donc, on est là pour vous et on va vous causer Power Metal. Mais avant ça, Fanfan, peux-tu te présenter pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas? Ouais, bah je m'appelle Fanfan, j'ai 26 ans. J'écoute du métal depuis, je pense 2012, un truc comme ça. En tout cas, c'est là où j'ai commencé un peu à découvrir et à m'intéresser vraiment à ça. Et en fait, j'ai un peu grandi en regardant plein de youtubeurs métal, en allant écouter des groupes et tout comme ça. Et puis au final, bah, j'ai décidé de moi-même lancer ma petite chaîne il y a quelques mois, où je parle de pas mal de choses, mais notamment de Power. Et ce monsieur Mom a été... avant que j'ai 100 abonnés, il a commencé à commenter mes vidéos, donc on a commencé à popoter un peu comme ça. Et vu qu'il aime bien le power metal, lui aussi ce monsieur, bah, on a commencé un petit peu à papoter, puis il m'a proposé de rejoindre ce chouette stream pour parler un peu de tout ça, quoi. Eh ben ça va être très grand plaisir. Moi c'est vrai que... Donc du coup t'as bien dit 2012 où t'as découvert le métal? Bah, il me semble. En fait, j'écoutais déjà des choses avant, mais en fait, j'ai souvenir d'avoir. Genre que j'écoutais déjà beaucoup de métal. J'ai souvenir d'un album qui est sorti en 2013 et je suivais déjà. Ouais. Mais je me souviens plus exactement, en fait. Genre, on va dire que j'avais un frangin qui aimait bien le punk, le hard rock, donc il m'a fait découvrir des choses comme ça. Et en même temps, genre, voilà, enfin. Il me faisait découvrir genre du Black Sabbath, du Kiss, du Guns N' Roses. Les classiques. Et ouais, c'est ça. Après, The Clash, des choses comme ça. Puis en même temps, moi, j'écoutais d'autres trucs. Et au bout d'un moment, en fait, ma maman m'avait acheté un jeu qui s'appelle Guitar Hero Warriors of Rock. Ah bah oui, Guitar Hero 3, classique. Ouais, bah en fait, il y a une playlist de fou furieux là-dedans. Genre, je pense que les gens qui ont découvert le métal grâce à ce jeu sont bien heureux parce qu'en fait, voilà, t'as des trucs, on va dire, genre Aerosmith, Blue Oyster Cult, donc hard rock, t'es bien servi. Et donc dans le jeu Warriors of Rock, il y avait donc Bad Country d'Avenged Sevenfold, qui est un morceau qui m'a vraiment matrixé, surtout au niveau du solo, donc j'ai commencé à être trop fan du groupe. Et surtout, en fait, il y avait Deep Purple avec le morceau Burn, enfin, Deep Purple, on n'en parle pas beaucoup, mais genre c'est vraiment un super groupe. Et en fait, la particularité par rapport au Black Sabbath et Led Zepp, c'est qu'ils ont un organiste. Et du coup, en fait, ça fait des solos de guitare versus des solos d'orgue. Et donc, en fait, ça, c'est quelque chose... Alors, je dirais pas que ça a une influence, mais en tout cas, si t'aimes ça, bah après, quand tu vas commencer à écouter du Strato, du Sonata Arctica, ce genre de choses... Complètement. Complètement. Et le morceau aussi qu'il y a, je pense que ça doit être le premier morceau de Power que j'ai dû écouter, mais je suis pas sûr de l'étiquette. Et dans ce jeu, il y avait Done With Everything, Day for Nothing de cet album. Oh oui, bien sûr. Blood Drunk, pour ceux qui connaissent. Blood Drunk, je crois qu'on a déjà parlé, je déteste cet album. Oui, il est nul, hein. Qu'est-ce qui s'est passé pour passer de Follow the Reaper à Blood Drunk? Moi je vous le dis, l'alcool et la drogue. Bah c'est écrit dans le truc, un drunk. Mais, voilà. Mais oui. En tout cas, ce morceau est vachement bien. Ouais. Et ouais, voilà. Donc comme ça, un peu, on va dire que j'ai découvert le métal. Donc après, j'ai été vachement sur Avenged Sevenfold où j'écoutais tous les morceaux, mais sans me soucier trop des albums. Et en fait, Avenged Sevenfold, on fait des covers de Pantera et d'Iron Maiden. Donc après, je me suis dirigé là-dessus. Et surtout Iron Maiden, après, qui est devenu mon groupe préféré. Et les ramifications, en fait, tu trouves un groupe et tentaculairement, tu vas trouver, ça se dit pas tentaculairement, vous comprenez l'idée, tu vas remonter comme ça, voilà, de fil en cover, tu vas voir des groupes vont faire des covers, tu vas revenir au groupe initial, tu vas voir des musiciens, tu vas voir ce qu'ils font à côté. C'est un peu ça? C'est exactement ça. Bah ouais. Et donc après, voilà, j'ai découvert un peu
le death metal, le black metal, le power metal, un peu tout en même temps, quoi. Je me suis tout pris un peu, vu que c'était l'époque internet, quoi. Donc, Tout à fait. t'allais sur Wikipédia, tu vois, il y a 30 sous-genres de métal, t'écoutes 40 groupes et tout, t'es perdu, mais c'était trop bien, quoi, cette époque. Mais je crois que le Warriors of Rock c'était Guitar Hero 5, je crois, 5 ou 6. J'ai des doutes. Parce que. Quatrième. Non, au quatrième c'était World Tour. Parce que c'est là où ils avaient mis la batterie, notamment, et le chant. Ils avaient rajouté ça. Et il y avait Pull Me Under de Dream Theater dedans. Alors, je sais. Ah, Shubaswag me dit c'est le 6. Warriors of Rock c'est le 6. Ah, ok, c'est le Voilà. 6. Et bah, j'en avais un autre aussi, mais alors je me souviens plus. Mais c'était c'est. en avant. Mais c'est super que tu parles de Guitar Hero parce que j'en parlais dans une vidéo. C'est vrai que, comme toi en fait, on est dans une génération où on a écouté du métal sans vraiment savoir qu'on écoutait du métal. Parce que, mine de rien, c'était quand même présent. Alors il y a la culture hard rock, AC/DC, Guns N' Roses. Voilà, ça tournait même encore dans les années 2000. Tu entendais encore parler mine de rien, Number of the Beast. Tu vois, moi je sais que quand j'avais 13-14 ans, 666 The Number of the Beast, je ne savais pas que ça venait d'un groupe, mais je connaissais cette ligne de parole. Tu vois, ouais, Number of the Beast, 666, ouais, je vois. J'avais des paroles d'Iron Maiden que je ne savais pas que c'était du Iron Maiden, et que j'ai découvert plus tard. Et justement, tu parles de Guitar Hero. Alors, moi, en plus, ça rassemble tout parce qu'on met The Black Magis, Nobuo Uematsu qui rejoint des gars de Square qui font des covers de leur coin. Et Uematsu il vient et fait oh bah je me joindrai à la partie. Et donc t'as le compositeur des musiques de Final Fantasy qui participe activement à rendre métal les morceaux les plus cultes de sa collection, de son œuvre. Enfin, moi je sais qu'à l'époque j'avais 14 ans. J'étais dingue de Final Fantasy, bien sûr, ça m'a biberonné, voilà, j'ai grandi avec ça. Là, tu découvres qu'il y a un genre de métal, un genre de musique qui puise et qui te rappelle les musiques qui t'ont fait grandir quand t'étais môme. Mais t'étais fou, là, t'étais complètement dingue. Et donc moi, je creusais comme ça et tout. Et quand j'avais 16 ans, je me suis acheté Guitar Hero 3, du coup Legends of Rock, où il y avait Through the Fire and Flames de Dragon Force. Mais pas que, il y avait aussi My Curse de Killswitch Engage. Il y avait aussi il y avait du prog. Il y avait An Endless Sporadic. C'était un morceau de prog. Et c'était excellent. Et je sais que par exemple le In Flames Take This Life, c'est un morceau que j'aime énormément à cause de de Guitar Hero 3. Pareil, Slayer et In Blood, j'ai découvert avec ce jeu-là. Alors les puristes vont dire tu découvres avec un jeu vidéo. Bah ouais, je découvre avec un jeu vidéo, c'est mieux que de ne pas savoir. Et c'est vrai que le Warriors of Rock Guitar Hero 6, il y avait une pelletée de bons trucs. Et c'est vrai que Children of Bodom, tu vois là je reviens un peu dans tout ce que tu as dit. Mais c'est que Blood Drunk, l'album est pas fou, mais ce morceau-là, il fonctionne super bien. C'est-à-dire, Alexis Layo était capable du meilleur comme du pire. Et même dans le pire, il pouvait parfois sortir du bon. Et justement, pourquoi Children of Bodom et Deep Purple, tu dis, mais le synthé. Juste le synthé. Ouais, il y a de ça. Vraiment, ouais. Enfin, Deep Purple, c'est assez particulier, quoi. C'est vraiment l'orgamonde, c'est vraiment un son particulier. Et en plus de ça, il y a cet aspect aussi où les musiciens, c'est des gars qui ont bouffé du classique et des formations classiques dans Totalement. Deep Purple. Je pense que le guitariste, je pense qu'il regrette de devenir une légende du hard rock, qu'il aurait voulu être un guitariste classique, le gars, mais Richie Blackmore. Ouais. Mais et du coup, en fait, t'as un peu ce côté aussi, genre, on va dire néoclassique, virtuose et tout. En plus du côté, nappe de synthé, comme tu dis. Bah oui, mais là, typiquement, là, on s'écoute du ce Black Magis en fond. C'est typiquement Deep Purple. Hein. Les combats de guitare synthé, enfin, c'est n'importe quoi. Ça déborde de partout, c'est excellent. Et mine de rien, inclure du clavier, de l'orgamon dans ton hard rock. Alors, oui, c'est le psyché, c'est l'époque, on met de l'orgamon de partout. Mais comme ils l'ont fait dans Deep Purple et après dans Rainbow, notamment dans Rising, qui reste un monument du prog, tu te dis, mais ouais, en fait, c'est légendaire, c'est culte. Black Sabbath a imposé le côté lourd, solennel, heavy, on va dire, mais heavy dans le sens pesant, doom. Là où Deep Purple, c'est la facette plutôt shred, côté, comme tu disais, inspiration musique savante. On va pousser la technicité, on va pousser la virtuosité. Et justement, Children of Bodom est de cet héritage-là. Headbreeder avec le côté Mozart totalement assumé.
C'est voilà, on t'envoie des grandes mélodies à la tronche et deal with it. Voilà. Et forcément, Ouais. Children of Bodom, c'est comme pour Maxwell. Maxwell, il est bien sûr matrixé par Children of Bodom à l'époque parce que Final Fantasy, tout simplement. Tous les enfants qui ont grandi avec Final Fantasy, s'ils ont un peu une accointance rock, metal, tu leur mets Children of Bodom, ils sont conquis. Il y a ce côté hyper synthé, hyper classieux, élégant, musique savante, qu'on retrouve aussi chez Uematsu. Et donc, là, dans le power metal, est-ce que c'est un peu ça qui t'a attiré, c'est-à-dire ce côté synthé, éloquent, grandiloquent, parfois kitsch? Qu'est-ce qui t'a un petit peu attiré dans le power? Bah, bah, enfin, c'est compliqué à expliquer, mais je dirais que, on va dire, enfin, moi, je suis pas spécialement musicien, quoi. Je fais un peu de guitare, mais genre à niveau très très amateur en autodidacte, et genre, j'en fais plus beaucoup d'ailleurs. Mhm. Donc en fait, ce qui m'intrigue un peu plus dans les groupes, c'est les chanteurs, enfin les voix ou les chanteuses, tu vois ce que je veux dire? Je prête un peu plus attention à ça, et c'est vrai que quand j'avais genre 13-14 ans, j'étais vachement impressionné par les chanteurs de Death, de Black, je voulais de ça. Mhm. Mais au fil du temps, avec les années, je me suis dit, c'est les chanteurs de Heavy et de Power qui arrivent à faire, les chanteurs et les chanteuses pardon, de Heavy et de Power qui Bien arrivent sûr. à faire des choses genre vraiment difficiles, quoi. Alors que bon, après, il y a des chanteurs de métal extrême qui sont vraiment virtuoses dans la pratique de leur voix, mais c'est là-dedans que tu trouves un peu des choses bah, justement grandiloquentes, comme tu dis. Mm. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien, quoi. On va dire. Aussi, je pense que j'ai un attrait, j'en sais rien, hein, mais pour les voix aiguës, les Mhm. petites nappes de synthé, les mélodies qui accrochent bien, quoi. Ouais, c'est intéressant parce que tu vois, toi, c'est les voix qui t'ont attiré, alors que moi, les voix, au contraire, ça me rebutait. Pas forcément dans le power, mais Ouais. plus dans le métal extrême. Parce que, comme je t'ai dit, moi, j'ai. En fait, les RPG, globalement, bah, y a pas de voix. Il y a que des instrus. Donc, moi, je me souviens quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, t'écoutes de la musique, je dis non, j'aime pas la musique. Mais parce que pour moi, en fait, la musique de jeu vidéo, c'était pas de la musique, c'était du jeu vidéo. Donc, je ne pensais pas la musique de jeu vidéo comme étant un genre. Enfin, comme étant appartenant à la musique, tu vois. Pour moi, c'était fonctionnel, ça faisait partie du jeu, de l'expérience jeu vidéo. En fait, c'était complètement de la musique. Et finalement, ça a façonné mes goûts. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai écouté The Black Magis, bah, automatiquement, mon frère m'a dit écoute Dream Theater. Ok. Parce que mon Ouais. frère avait déjà, on va dire, 1 an dans le métal. Et mon frère, il a beaucoup digué dans les forums, Metal Archive, tout ça. Et lui, ce qu'il a Il fait rentrer dans le avait- métal, oui. Il avait des bons conseils, ton frère, comme le mien, en fait. Bah, alors, mon grand frère et moi, on a 2 ans et demi d'écart. Et on a grandi ensemble. Je veux dire, vraiment, on est meilleurs amis, plus, tu vois. Enfin, c'est. Tu vois, c'est parce que des fois, on n'est pas obligé d'aimer sa famille, tu vois. Et c'est que par moment, bah, tes frères et sœurs, il y a plus ou moins d'accroche. Et non, mon frère, c'est plus que tout, quoi. C'est le sang. Et donc, ouais, bah, en fait, on a joué aux jeux vidéo ensemble. On a grandi ensemble. À un moment, forcément, on s'est un petit peu séparés parce que bah, lui étant adolescent, bah, il voulait vivre sa vie. Moi de mon côté, j'étais un peu en mode la poésie, l'art au-dessus de tout. Donc on se comprenait plus trop et on s'est retrouvés après plus tard. On va dire au niveau de la pensée, des idées et tout. Donc on a renoué une discussion même si on n'était pas vraiment fâchés, mais c'est juste que voilà, c'est les choses de la vie. On change. Oui, bien sûr. Et donc comme on a grandi avec à peu près les mêmes références, donc lui comme moi, on aime énormément les musiques de Final Fantasy. Et lui, ce qu'il a marqué, alors que moi ça m'a laissé de côté, je m'en foutais complet, c'était le passage de Lordi à l'Eurovision. Moi je sais que mon grand frère, ça l'a tué. Ah ouais, il a vu ça, il a fait oh. Oh. Et Lordi, c'était son groupe préféré, hein. Dire voilà. Et en fait, Ah ouais. ouais. Il regardait des lives et tout. Il disait mais regarde, il y en a plein, il y a des gens, ils sont fous et tout. Lordi, c'est trop bien. Et moi j'étais là, c'est un peu nul. Ah non, moi c'est pareil, ça m'a un peu matrixé. Bah, justement, bah, il y a un côté super efficace dans l'ordi. Mais oui. Non, en vrai, pareil, oui. clavier, synthé, tout ça. Et ça, tu vois, on en revient au chant. C'est que moi, ce hard rock, alléluia, je le supporte pas. C'est viscéral, Ah je ne oui. peux pas. Mais c'est comme et c'est comme un autre groupe. Du coup, ça a rappelé à mon frère. Mais attends, dans Tony Hawk Underground, il y avait pas un morceau un peu métal? Et oui, c'était 3 Inches of Blood.
avec le morceau Deadly Sinners. Je sais pas si tu connais. Non. Alors, je pense que c'est protégé, donc je peux pas forcément mettre d'extrait, mais en gros, là, voilà, c'est... En fait, t'as un mélange un peu métal extrême et heavy mélodique. Donc t'as une voix très haut perché qui va faire Deadly Sinners, et derrière, ça va gueuler. C'est très très particulier. Et du coup, le hard rock Alléluia très aigu a évoqué à mon frère ce Deadly Sinners, tu vois. Ok. Et alors, il est plongé les deux pieds dans le death mélodique. Ah, forcément, avec un mélange comme ça, 3 Inches of Blood. En plus, je crois qu'ils sont des territoires du Nord. Je vais faire une petite recherche. Mais aujourd'hui, c'est un groupe, il est totalement oublié. Hein. Il a eu sa petite hype dans les années 2000. Aujourd'hui, 3 Inches of Blood, ils font plus rien. Hein. Ou alors ils font des albums, mais tout le monde s'en fiche. Ah oui, ils avaient même split en 2015 et ils ont repris en 2023. Ah ouais, bah, tu vois, moi j'avais souvenir qu'ils avaient split. J'ai jamais écouté le groupe, c'est le genre de truc que tu retiens, tu sais pas pourquoi. Bah ouais, donc canadien. Mais vraiment, ouais, test. Ah ouais. Ouais, alors Deadly Sinners. Je pensais que c'était un album. En fait, c'est un single. Je pensais que c'était le nom de l'album. Non, c'est Advance and Vanquish avec Deadly Sinners dedans. Et Ok. et donc ouais, bah en fait tu tombes sur ce power heavy avec un côté un petit peu extrême. Bah forcément tu tombes dans Winter Sun. En plus le premier album de 3 Inches of Blood s'appelle Battle Cry Under a Winter Sun. Tiens. Et donc voilà, mon grand frère a baigné là-dedans. Et du coup quand j'ai dit à mon frère, mais c'est bien ce Black Magic, tu vois, Nobuo Uematsu il fait du métal. Il dit, ah bah si t'aimes ça, faudrait que tu testes Dream Theater. Et du coup, Imagine Words, voilà, j'avais 14 ans. Comment rendre un gars chiant encore plus chiant? Ah bah écoute, moi Dream Theater j'ai découvert assez tôt, mais genre les albums que j'avais, je les écoutais pas. Quoi. Enfin, j'aimais bien Pull Me Under, j'avais Imagine World, mais j'écoutais pas l'album. Trop long, c'est trop... Enfin, je m'en foutais quoi. Et au fur et à mesure, c'est à traîner dans ma collection, ça m'énervait qu'ils soient là quoi. Et puis j'ai commencé à les écouter et là, oh bah c'est bien. Alors, Imagine Words, je suis d'accord, y a pas tout qui est bon, hein. Mais par contre, les bangers sont vraiment des bangers. Under Glass Moon, Metropolis, surtout Take the Time, qui est très funky, très groove et très surprenant pour du prog. Et puis, juste, j'en ai des frissons rien que d'y penser. Mais Learning to Live. Ouais. Moi c'est Another Day, cette musique, j'adore. Ouais. Ah, mais là, après, j'ai pas écouté le dernier Dream Theater. Tu l'as écouté, toi? Je l'ai acheté, je viens de l'acheter là, j'ai pas eu le temps de l'écouter encore, mais j'en attends pas grand chose, je vais pas mentir. Bah, c'est vrai que Dream Theater, finalement, il y a des groupes qui ont fait similaire à Dream Theater qui s'en sortent bien. Je crois que j'en parlais justement dans un commentaire, quelqu'un qui disait les voix, je supporte pas de James Labrie, ce qui peut se comprendre, hein. Et du coup, il préfère Liquid Tension Experiment. En fait, c'est les membres de Dream Theater, mais sans James Labrie. Voilà, c'est tout. Mais moi j'avais dit ouais, mais il y a d'autres groupes qui sont sympas. Il y a donc Thought Chamber dont j'ai parlé sur une autre vidéo. Salut Tibbs. Il y a Dalice Dilemma dont j'ai déjà parlé aussi dans la même vidéo sur musique savante vers le métal, et j'avais fait justement les océans du prog. Donc Thought Chamber, Dalice Dilemma. Il y a Circus Maximus avec leur First Chapter. C'est excellent aussi. Ça ressemble beaucoup à Dream Theater, mais avec une petite modification dans la recette qui fait que tu n'y plonges pas de la même façon, tu vois. Optimal part de Symphonix. Moi je trouve que Symphonix, alors les premiers albums, il y a ce côté élégant, plus power que prog, plus sympho que Dream Theater. Par contre, passé les années 2000 avec l'album, je sais pas si c'est My Domination, enfin, en tout cas c'est l'album où il y a My Domination de Symphony X. Là c'est fini, c'est du power, enfin c'est du prog moderne avec un son très 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 agressif. C'est Paradise Lost, My Domination. Alors que le premier album éponyme, dedans t'as Listen Before Dying, qui est un bijou de douceur. Voilà, donc tu passes en 94 d'un prog un peu sympho, un peu posé, très un peu esprit baroque, esprit renaissance et tout. Et après t'as Paradise Lost, où c'est la grosse poutrance de guitare très très forte,
Ah, on sent qu'on est dans les années 2000 là. Je sais pas toi ce que tu penses de tout ce que je viens de dire par rapport au groupe similaire à Dream Theater et de Symphony X aussi. Eh bah, j'écoute, j'ai jamais écouté Symphony X, c'est un groupe où la pochette d'Odyssey me fascine depuis des années, mais j'en ai jamais trouvé un en fait d'occasion comme ça dans mes fouilles, donc j'attends d'en trouver un tranquillement. Ouais. Et, mais ouais, enfin moi je suis pas, on va dire, genre j'ai 2-3 refs en prog, tu vois, mais je suis pas un énorme fan de prog. Bon, Dream Theater, j'ai énormément creusé pour le coup. Et voilà, il y a des groupes j'aime bien quand ils incluent du prog, ils tentent des choses, ils expérimentent, ils font des compositions un peu plus alambiquées. Mais je vais jamais aller chercher genre du prog pour du prog, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Là je pense qu'on va être un peu différent là-dessus. Mais... Ah mais c'est intéressant. Bah, déjà toi tu es, on va dire, les voix ça t'attire quoi. Toi t'es déjà les voix qui accordent beaucoup d'importance. Donc déjà c'est un truc qui va être hyper conceptuel avec des instrumentations de haute voltige. Ça un peu te fatiguer peut-être. J'y suis pas contre, tu vois. En fait c'est genre... Comment dire? En fait, je prends un album, j'en sais rien, de Power ou de Black ou de Death un peu efficace, qui s'écoute d'un coup, ça va aller. Alors que, genre en 2-3 écoutes, je vais être en ouais, j'aime ou j'aime pas. Et un album de prog, même parfois après 10 écoutes, je sais toujours pas si je l'aime ou pas, tu vois. C'est le problème. C'est le problème effectivement du prog, c'est que ça s'appréhende pas assez facilement. Ça demande un peu de... Comment dire? Ah, ça demande du temps, de l'investissement, ça demande d'être dans de bonnes dispositions. Parfois c'est beaucoup à recevoir. Donc tu te dis ouais, est-ce que j'ai envie de m'écouter ça? Est-ce que j'ai envie de me tartiner des tonnes et des tonnes de compositions compliquées? Ouais. Tu vois, enfin c'est... Comment dire? Je pense qu'il faut être dans un mood aussi, tu vois. Genre, enfin, je pense que si t'as commencé par le prog, je sais pas ce que ça fait d'être à ta place évidemment, mais genre, moi je sais qu'un album de prog de temps en temps, histoire de bien me le décortiquer et tout, c'est parfait, mais en fait, quand il y a tellement de trucs à écouter et tout, parfois t'as envie de te dire, le petit album de Power Metal là, avec les petites mélodies bien tirées de Maiden et tout, que tu vas retenir en 2-3 écoutes, bah ça fait Ouais. plaisir de l'ajouter ici et de l'écouter tranquillement, quoi. Bah, tu vois là ce que je te propose, parce que tu dis des choses super intéressantes qui font faire une transition vers autre chose. Justement tu dis les mélodies inspirées de Maiden qui te réconfortent, qui te rappellent quelque chose que tu apprécies. Comme moi avec les musiques de FF, et je disais justement le power metal, il y a un côté où attends, je retrouve des mélodies et dans le power prog notamment une manière de composer qui est proche de Uematsu, donc qui me ramène à quelque chose d'avant. Là ce que je te propose c'est d'écouter un morceau et on va voir ce que tu en penses. Ok, parce que là je pense qu'on est vraiment sur un plaisir de gros digger et je suis pas sûr que tu apprécies. Donc ce que je te propose à la rigueur, là je pense que tu avais coupé le stream, tu mets le stream, comme ça tu écoutes la musique et je te dirai quand couper le stream pour pouvoir revenir à la parole. Ok. Ok. Donc avant de commencer, est-ce que tu connais Sige's Heaven? Non. Alors Sige's Heaven, S-I-E-G-E-S espace E-V-E-N. C'est un groupe de prog allemand. Et ils ont fait pas beaucoup d'albums, je dirais 5 ou 6, pas beaucoup. Et vraiment le sophisticated de Sige's Heaven, c'est vraiment pour moi un plaisir de prog nerd, quoi, vraiment. Hein. Est-ce que tu es prêt? Allez. Alors, je le lance tout de suite.
Alors, Qu'est-ce que je viens d'entendre là? Je plaisante. alors, Ouais, ah, je t'avais dit, hein. ouais, c'est. Je pense que ouais, c'est ce que je te disais, faudrait plus d'une écoute, tu vois, mais c'est ce côté-là où ouais, ça part un peu dans tous les sens, mais en fait, c'est un peu comme dans le jazz. Moi, j'ai un pote qui est très très fan de jazz, et en fait, à chaque fois, t'as l'impression, genre, les musiciens ils partent dans tous les sens, ils se perdent, ils essayent de se perdre entre eux, et Oui, à chaque fois, t'as une oui, sorte de retour vers une sorte de mélodie qui oui, revient et qui est super efficace. Genre, je sais pas si c'est de la tension, je suis pas musicologue ou quoi, mais genre, mais il y a oui. des choses comme ça qui se passent et. C'est c'est ce qu'il arrive à faire. Et justement, moi, le moment où, genre, ce que j'aime bien, c'est quand le chanteur il se lâche un peu, il part un peu aigu et il rentre dans la mélodie. Enfin, moi, Mais là, c'est ce genre de truc. mais c'est exact. Là, tu vois, je suis super content parce que t'as justement ciblé moi ce qui me plaît beaucoup, notamment dans le jazz fusion, donc Herbie Hancock Ouais, et compagnie. C'est quand ils partent en jam ultra vénère, tu dis mais où ils vont là? Et après, ils arrivent à ouais, retomber sur leurs pattes. Et effectivement, c'est ça. C'est ce côté un peu de. Enfin, pas vraiment l'attention, parce qu'en musique, l'attention, c'est pas tout à fait cette notion-là. Mais il y a effectivement ce côté où, en tant qu'auditeur, si t'es pas habitué, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi le projet? Et après, ah, on arrive là. Là, typiquement, dans le refrain, le chanteur, à un moment, il monte, tu dis, mais il va monter où? Oh, il redescend ici. Oh. Et en fait, le riff d'intro qui part un peu en vrille, et puis après, je comprends pas. Ah, parce que après, ça trouve son sens dans le solo. Oh. Et en fait, ça demande beaucoup de concentration ou un instinct lâcher prise à voir. Et moi, justement, moi, c'est ça qui me passionne. Je vis pour ça. Je vis pour ce genre de moment-là où ça part en vrille complet, mais t'as quand même la mélodie. T'as quand même le respect de l'auditeur, parce que parfois, il y en a, ils en ont rien à faire, ils font ce qu'ils veulent. Là, quand même, tu te dis, ouais, si je viens pour de la mélo, j'en ai. Pas comme je l'attends, mais elle y est. ouais, c'est ça, c'est ça. Alors que c'est vrai que t'as.
on va dire des groupes de power qui sont plus directs. Oui, Ça, pour le coup, c'est bourré de mélodies. Et là, si t'en veux, t'as à boire et à manger, quoi. Mais c'est vrai que là, t'es plus dans. euh, je sais pas si genre, on pourrait dire ça, mais un peu de la restriction, tu sais, pour que t'aies vraiment les moments où ça passe, ce soit des gros points. Après, moi, ce que j'aime bien dans ce morceau, c'est que, enfin, moi, c'est ce que j'appelle, c'est des aspérités, tu vois. Bah, mhm, justement, les moments où qui vont t'accrocher et qui vont ouais, faire que tu vas revenir au morceau, bah, c'est justement ces moments-là où tu te dis, ouais, tu sais, genre dans la deuxième partie, t'as un petit refrain, bah, justement, ça m'a fait penser à Black Knight de Deep Purple. ouais, Enfin, ouais. un riff qui m'a fait penser à ça. Justement cet effet un peu où ça part et puis d'un coup, t'arrives sur un truc comme ça. C'est, non, c'est vachement chouette tout ça. Moi, en fait, c'est ce que tu dis, c'est pas lisse. Il y a des points d'accroche, il y a des aspérités, il y a du relief. C'est ça. Exactement ça. Et l'important, en fait, et je pense que c'est aussi, on en discutait en off par rapport à CDC, Metallica et compagnie, en fait, c'est que il y a des morceaux où les gens mettent un peu d'eux-mêmes et de leur parcours, en fait, quand ils écoutent un morceau. C'est pour ça que je disais dans une vidéo qu'on n'écoute pas les mêmes albums. Si maintenant je te lance le Human de Death, toi et moi, nous n'écouterons pas le même album. Parce qu'on n'a pas le même matos, parce qu'on n'a pas le même vécu, parce qu'on n'a pas la même disposition à écouter l'album. On ne le recevra pas de la même façon. Donc on n'écoutera pas le même album. On n'aura pas la même expérience. Et en fait, on va chacun laisser un peu de soi dans l'écoute. Et justement, ces aspérités, ces reliefs, ben, selon nos capacités, selon notre vécu, on va s'y accrocher ou pas. Et bah, il y en a du AC/DC, du Metallica, ça va très bien pour eux. Voilà, ils arrivent à mettre de leur vécu là-dedans. Ça veut pas dire que leur vécu est moins bon que les autres. Évidemment, calmez-vous dans les commentaires, je vous vois venir. Mais là, quand j'écoute CG Seven, je pense à du Watchtower, évidemment, parce que les façons dont ça part en vrille en termes de musique, de musicalité métal, tout ça on le doit à Watchtower. Il y a aussi du Rush là-dedans. Il y a un côté heavy très prononcé. Mais vraiment, c'est particulier parce que ça sonne pas power. Ça sonne un peu thrash, mais pas tout à fait. On est vraiment sur ce que moi j'appelle le prog. Juste prog. C'est pas du heavy prog, c'est pas du power prog, c'est du prog. Ça pioche un petit peu partout. Et c'est assez singulier. Voilà, moi ça c'est un album que j'aime énormément. Et voilà, je voulais un peu voir ce que tu en pensais. Non, bah, c'est. Comme je t'ai dit, en fait, c'est le genre de truc, faudrait que je l'écoute plusieurs fois, quoi. Après, je vais être honnête avec toi, C'est- l'album fait 58 minutes, tout n'est pas aussi égal. Reporter, c'est vraiment le morceau qui est là pour te faire accrocher. Je t'avoue, ça fait longtemps que je l'ai pas écouté d'une traite. Voilà, Ok. mais si un jour je le Ok. trouve chez un revendeur français, ce que je pense pas, le truc a pas été réédité, il se trouve à 25-30 balles sur les internets. Ouais, non, non. Ah bah écoute, c'était ouais, hier, je me suis pris, alors j'ai trouvé une pépite, le premier album d'Exivious, j'en parle tout le temps d'Exivious, hein, je t'en mettrai un extrait si tu veux pour avoir ton avis. Très inspiré cynique, mais que instrumental, pas de voix. Et le premier album j'ai découvert en 2010, au moment où je rejouais à Secret of Mana, donc beaucoup d'affect, parce que Secret of Mana c'est un de mes premiers jeux du cœur, enfin voilà. Donc beaucoup de trucs qui rentrent en collision et en lien. Et ce premier album, voilà, je le trouve, double vinyle, 2014, scellé, donc neuf, sous scellé, revendeur français, 45€. Je fais allez, là, je prends. Album du cœur, Et oui. neuf, Pouah, tant pis, je Ouais, prends. je peux. Non, bah, pas de regret. Non. Et donc, Pas de- et aussi, j'ai pas choisi CG7 par hasard parce que c'est un groupe allemand. Et vu qu'on parle power metal et que tu parlais de lead mélodies qui te font pas penser à Iron Maiden, et il faut qu'on parle du gros groupe allemand de power metal. À un moment ou à un autre, faut qu'on en parle. Dire, il y a Bien sûr, Rammstein. Non, je déconne. Ah oui, les lignes mélodiques à la Iron Maiden Rammstein. Ah bah oui, évidemment. C'est là, tu te rends compte que tu t'es complètement gouré d'invitations, genre. Mince, c'était lui Rammstein. Ah non. Tout mon plan tombe à l'eau. Non, on va parler d'Halloween. Ton Petite point, citrouille, un peu. ton point Halloween, hein. En même temps, c'est ton logo, hein. Ton logo, c'est la petite citrouille, hein. Ouais, c'est c'est pour. Ouais, en gros, bah, quand. Donc, après avoir un peu découvert le métal, je me renseigne sur le power metal et il y avait. Moi, j'allais souvent sur le site de Radio Metal parce que
t'avais les news, tu vois, donc tu savais un peu ce qui sortait. Mhm. En tout cas sur les gros groupes. Ouais. Et il y avait des pubs d'Halloween pour l'album Straight Out of Hell, Oui. qui avait une pochette, tu vois, avec des citrouilles et tout. Mais c'est con, mais moi j'aime bien on va dire l'imagerie d'Halloween, tu vois. J'aime pas la fête en soi qui est super commerciale, mais genre j'aime bien tout ce qui est citrouille, sorcière, Ok. petit squelette et tout, c'est un peu mon délire. Et du coup, ça m'a un peu marqué, donc je suis allé en trouver un. Je suis allé à Gilbert Joseph dans les bacs d'occasion, je vois un Halloween, je fais ah, trop bien. Puis j'écoute ça, je me dis, mais c'est quoi ce truc? Genre, c'est nul. Bah, en fait, genre, je me dis, j'écoute ça plusieurs fois, je me dis, putain, il y a un truc qui passe pas. Et puis quand même, il y a le premier morceau, là, Just a Little Sign, qui m'interloque bien. Et puis au bout d'un moment, enfin, en fait, je me suis dit, enfin, me suis rendu compte après qu'en ayant écouté ça, en fait, je suis en train d'écouter du Iron Maiden, mais avec les potards à fond, quoi. Genre, tu vas sur la mélodie, tu vas sur la rapidité et tout. Et j'avais l'impression de trouver, en fait, un peu ma continuité à Maiden qui, moi, m'avait un peu. Comment dire? En fait, j'avais beaucoup écouté tous les albums que j'avais, en tout cas à cette époque. Et en fait, il y avait je sais plus si c'était la même époque, mais en tout cas, ils tardaient pour leur album. Il y a eu The Book of Souls qui est sorti, Mhm. qui m'a pas spécialement plu. Et après, le dernier, là, j'en parle pas non plus, mais du coup, en fait, genre, j'avais envie de passer un petit peu à autre chose sur Iron Maiden. Ouais. Et alors, l'album que j'avais trouvé, c'était Rabbit Don't Come Easy. Oui. Euh, tu Je vais et, mettre bon, une 2000, Rabbit Don't Come Easy. Voilà. J'ai mis là. ouais, c'est celui-là. Ouais. Et bah, mine de rien, lui, c'est pas un album qui est super connu. Hmm. Enfin, qui est super connu, qui est super apprécié en tout cas. C'est vrai. Et pourtant, moi, j'aimais bien voilà, cette petite pochette avec les lapins. Alors, il y a un truc que j'ai découvert du power metal que je pensais qu'il se généralisait, c'est qu'il y a un peu un humour beauf, quoi, tu vois, qui est très léger. Je sais pas si c'est l'humour allemand en particulier, mais L'humour genre sur le allemand titre de aussi. l'album, Oui. ouais, bon voilà, genre sur le titre de l'album, même sur le premier morceau, ça parle un peu de voilà du désir qu'on peut avoir envers quelqu'un et tout, mais de manière un peu crue, tu vois. Oui. Et du coup, bah ouais, et puis à côté de ça, peut-être t'avais un peu aussi tous les groupes, on va dire, genre Hailstorm, des choses comme ça, qui étaient Ouais. catégorisés power, mais un peu folk, Complet. et qui c'était trucs. Voilà, moi ça me dérangeait, mais au final, après, j'ai découvert le power qui était un peu plus sérieux, tu sais, genre les Hmm. premiers Guy, les choses comme ça, les Oui. Angra et tout, et Oh. je me suis dit, waouh, la claque. En vrai, c'est. Mais tu vois ce que tu dis par rapport à Halloween. Moi, je sais que j'ai découvert en 2008. Quand en fait, en 2007, j'avais des. Attends, 2007. Non, c'est en 2008. Février 2008, je découvre sur Antarctica, Ecliptica. Je me prends une énorme baffe. Je veux dire, Ecliptica, c'est un bonbon. Y a pas d'autre mot. Tu l'écoutes, ça te fait du bien. Tu sais, c'est une bonne raclette Ouais, en hiver. T'es bien. ouais, c'est un excellent album. La voix, elle est magnifique. Et justement, on avait fait un live où on avait revu les morceaux, les paroles. J'avais jamais lu les paroles. Waouh! Letter to Dana, par exemple, ou Shy sur Antarctica, c'est Creep. Le mec, il suit la nana, il la stalk. Alors, il y a ce côté romantique, machin, innocent. Non, il la stalk. Ah, c'est bon, il la stalk. Donc, c'est le côté power metal. Le power metal, c'est très maladroit. Et en vieillissant, les groupes sont de plus en plus maladroits. Ou alors ils font de moins en moins d'efforts pour cacher leur maladresse. Peut-être aussi, je sais pas. Mais toujours est-il que Antarctica a fait cette reprise de I Want Out sur le même single EP où il y avait Shy. Shy qui est un morceau que j'aime beaucoup malgré les paroles. Ouais. Et I Want Out, tu fais, mais c'est vachement bien. Oh, sur Antarctica, putain, ils sont bons, hein. I Want Out, c'est vraiment super. Et mon frère il fait, mais non, mais c'est pas du tout sur Antarctica, c'est Halloween. Et là, je cherche Halloween. Et j'écoute, je fais, ah, bien l'original, mais elle est vachement moins bien que celle de sur Antarctica. Sur Antarctica, forcément, ils mettent plein de synthés. La voix va un peu plus loin. En même temps, je crois que c'est Tony Ça va Kako. plus vite. Ouais, ça va plus vite aussi. Ça va beaucoup plus vite aussi. Oh, ça joue quand même, ouais, je dirais 10-20% plus rapide. Je pense que c'est un bon facteur d'un. Et ouais, donc Tony Kako, lui, il a une voix turbo beau gosse, de toute façon, lui, hein, dans sa voix. Moins dans son style vestimentaire. Hein, de toute façon, lui, il aime les loups. Donc, à partir du moment où tu fais du métal, tu aimes les loups, tu perds 20 points en charisme. Voilà, je suis désolé, mais les loups et le métal, moi, ça. Ouh. J'espère que. Non, j'exagère. Dans le black metal, il y a des choses sympas, côté vert et tout. Non, mais oui.
Mais et donc ouais. Powerwolf. Powerwolf. Désolé. Voici exemple. Après, si vous aimez Powerwolf, c'est bien, mais c'est qu'une facette du Power. Voilà. Ouais, ouais. Moi, j'ai un morceau que j'aime bien. Deux, mais j'ai jamais trop écouté. Bah ouais. Et donc voilà, Halloween, du coup, je découvre avec I Want Out. Et honnêtement, le Keepers of Seven Keys, forcément, je l'ai eu assez tôt dans les oreilles. Exactement comme le Rhapsody of Fire, hein, Emerald Sword, que j'ai eu assez tôt aussi dans les oreilles. Et en fait, ce que tu dis, tu vois, par exemple, ah, ça ressemble à du Iron Maiden, mais pourquoi j'écouterais ça? Tu vois, t'as cette idée-là que tu avais dit, je crois. Ben moi, j'écoutais Halloween, je fais, mais ouais, mais j'ai pas envie d'écouter Halloween. J'ai envie d'écouter autre chose. Quand j'écoute Halloween, je vais écouter autre chose, ben j'écoute autre chose. Voilà. Et là, en réécoutant, c'est quand même intéressant. Bah, je me suis écouté du coup Keeper of Seven Key part 1, part 2, un jour après l'autre, pas tout d'un coup. Et en fait, je me suis aperçu de combien ces albums sont bon, déjà légendaires parce que les gens en parlent, mais en fait, t'as tout Angra là-dedans. La carrière d'Angra est incluse dans Keeper of the Seven Keys. Dire vraiment, t'as des plans, t'as des plans, ça y ressemble. Hein. Dans Holy Land, ils ont beaucoup utilisé du Halloween. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah, je pense quand même que les gratteux d'Angra, ils avaient pas mal de classiques dans les oreilles et tout, et que. Oui. Et puis après dans Angra t'as aussi ce petit côté. Moi je dis plutôt c'est limite folk. Oui. Dans le sens littéral du terme quoi. Bien sûr. Ils incluent leur culture et tout. Tout à fait. Mais oui, c'est vrai qu'en fait, dans l'emploi des mélodies, Après, ça me fait mal de dire que toute la carrière d'Angra est basée sur celle d'Halloween, mais... Ah, mais attends, ça c'est moi qui le dis parce que je fais le fanfaron devant la caméra. Et en vrai, je fais la fanfaron aussi devant quelqu'un. Je dirais, quand même, hein, franchement. Tu sais... parce qu'après, en fait, on va en être là, en mode... Ouais, mais Angra, c'est Halloween. Mais Halloween, c'est Iron Maiden. Mais Iron Maiden, c'est j'en sais rien, c'est Sin Lizzy. Et Sin Lizzy, c'est machin. Puis on va retomber sur les hommes des cavernes qui tapent sur les gourdins. Tu vois, voilà. Ça me fait penser, il y avait comme ça un comic strip, juste une page, où t'as un mec qui peignait et il disait « Ah, je serai jamais meilleur que mon maître ». Du coup, t'as le mec de la génération d'avant qui fait « Ah, je serai jamais meilleur que mon maître ». Tu vois le mec de la Renaissance « Je serai jamais meilleur que mon maître ». Et tu vois finalement jusqu'à l'homme des cavernes qui fait « Je suis parfait ». Vu que c'est le premier. C'est ça. Après, ouais, je pense que... En fait, ce qui a pas mal influencé Halloween, tous ces groupes-là aussi, bah, pour revenir au chant, et là je pense que t'en parleras beaucoup mieux que moi parce que c'est un groupe que je connais pas du tout, mais c'est le chant de Queensryche, là, de Geoff Oui. Taft. Ça a matrixé mais absolument énormément de groupes qui voulaient un chanteur comme lui, quoi. Et Halloween c'était le cas. Ouais. Ils sont allés dégoter Michael Kiske pour les Keepers, qui a vraiment une voix Totalement grandiloquente comme ça, sauf que je pense que les gratteux d'Halloween ont un énorme sens de la mélodie. Ils ont eu du Accept, du Scorpion, ils savent prendre des riffs. Mais je pense que c'est pas des progueux non plus, quoi. Genre c'est pas les meilleurs musiciens de tous les temps, quoi. C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, faut bien comprendre que voilà, on parle d'Iron Maiden comme un groupe légendaire, mais il faut bien aussi saisir que toi tu dis Queensryche, moi c'est vrai que j'ai dit Queensryche parce que oui, Oui, je sais pas. En vrai, ça pourrait être Queensryche, j'en sais rien. J'avoue, j'ai pas entendu d'interview d'eux avec le nom du groupe prononcé. Mais The Warning 84. Dire vraiment le morceau qui m'a fait me dire ah oui, ok, The Warning 84, c'est un pivot. C'est le morceau Enforce. Donc eux ils disent Enforcer, mais c'est Enforce, c'est l'expression française. Là, Enforcer. Okay. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc ils ont fait un petit jeu de mots Enforce, Enforcer. Tu as en fait, tous les groupes de power dont je t'ai parlé en commentaire. Labyrinthe, Élégie pour Labyrinthe c'est italien, Élégie c'est néerlandais. Je crois, hein. Élégie c'est néerlandais. Ouh, j'ai un doute. Faut que je vérifie parce que sinon Élégie Netherlands. Non, pas Netflix. Netherlands. Non, Dutch. Danois. C'est ça? Ok. J'ai un doute. Néerlandais? C'est ce que j'ai dit? Non, Dutch et néerlandais. Donc c'est bon, j'avais raison. Tu sais, je me fais tout seul, je me fais le combat tout seul.
Oh, ça arrive souvent, ça. Il y a tellement de groupes. Oh, j'en ai marre de moi. Mais donc, ouais. En fait, toutes ces mélos là dont je t'ai parlé, ça vient de Queensryche. Et Halloween, c'est pareil. En fait, c'est Queensryche mélangé Iron Maiden. Et avec ce petit côté, cette petite accélération qu'il n'y avait pas forcément. Et peut-être, ouais, comme tu dis, inspiré peut-être Accept, côté. Ouais, quand même, ouais. Je trouve pas ça déconner, tu vois, le côté Accept dans Halloween. Bah, moi, je trouve, en fait, au fur et à mesure de découvrir un peu des groupes, que la scène allemande, elle est matrixée par Scorpion et Accept, quoi. C'est pour Totalement. ça que t'as souvent du gros riff, t'as des ballades, t'as des choses comme ça. Ils aiment bien la mélodie, ils aiment bien. C'est des groupes qui ont été énormément Hmm. influents, quoi. Et d'ailleurs, bah, dans les premières interviews d'Halloween, t'as un guitariste qui dit ouais, bah, nous on fera pas comme Scorpion et Accept, dans 10 ans on sera toujours pas commercial et tout. Tu sais, ça se tirait déjà dans les pattes. Halloween a Et, dit ça? ouais, le guitariste. Mais après, en interview plus tard, on lui a dit ouais, t'avais déclaré ça. Il a fait ouais, on a mis 11 ans pour devenir commercial. Pas 10. Ah, l'absent. Alors là, tu vois, c'est l'absence d'intégrité quand même. Hein. Non, mais on a mis 11 ans. Non, il déconne quoi. Mais, Ouais, je pensais. Nous, on le prend comme de l'insolence, mais eux, c'est de l'humour, ouais. ouais, je pense. Bon, après, j'ai pas le contexte de Ouais. l'interview et tout, mais je pense que c'était. Mais je pense que quand il était jeune, ouais, il avait. Bah, les guitaristes d'Halloween, il se tirait la couverture, il se prenait pas pour de la merde, quoi. Bah, ouais, mais en même temps, j'ai envie de te dire, si tu ne crois pas en ton projet, qui va y croire? Et dans un milieu où, bah, mine de rien, il y a un concours, on va dire, tacite de qui c'est qui jouera le plus vite, qui c'est qui jouera le plus fort. Parce que mine de rien, hein, on rappelle, Motorhead, même si c'est pas du métal, c'est dans la culture. Hein, Louder Than Anything Else, je crois que après ça a été repris par le Wacken et compagnie. Enfin bref, jouer plus fort que les autres, voilà. Motorhead, ils ont le record du monde du concert le plus lourd. Ouais, cool ta vie, hein. Ça monte au chune sans faire vriller l'autre, enfin vibrer l'autre, si tu vois ce que je veux dire. Donc il y a toujours ce contrat oui. tacite de la guéguerre. Et mine de rien, Ouais. ouais, cool tes tympans, dit Chouba Swag. Mais mine de rien, tu vois, ce côté, on va croire en nous et talonner les géants. Bah, si tu le fais pas, est-ce que tu vas vraiment te mettre au défi? Est-ce que tu vas vraiment pousser plus loin? Alors j'aime pas dire ça parce que ça fait un peu discours d'entrepreneur. Mais en même temps, c'est aussi artistiquement, bah, mine de rien, Keeper of the Seven Keys, ils se sont dit ok, il y a Iron Maiden, ils ont apporté leur truc. Qu'est-ce qu'on peut apporter nous de plus? Le sens du riff, comme tu as dit, hérité de Accept. Mine de rien, Scorpion aussi, ils savent pondre des tubes. Donc on va utiliser ce patrimoine-là. On va aussi accélérer un petit peu le tempo par rapport à ce qui peut se faire par ailleurs. Et puis, ouais, on va tartiner un peu de mélodie, quoi. C'est vrai que... En fait, ça fait bizarre parce que, comme je te disais en off, j'ai écouté pas mal de power ces 2 dernières années. Plus que de death metal. Et là, j'ai eu le sentiment en écoutant, en réécoutant Keeper of the Seven Keys, de voir un peu la matrice. Tu vois, la matrice originelle. L'origine de tous ces groupes, tu vois, Eldritch et compagnie que je t'ai aussi partagé. Et c'était très intéressant de vraiment ouais, toucher de l'oreille à quel point ça a inspiré énormément de monde avec Iron Maiden, Queensryche et d'autres groupes comme Edguy, Gamma Ray ensuite et tout ça. Puis, surtout, je trouve ce qui a été assez important en fait sur Halloween, c'est que après du coup ces 2 albums, le groupe il s'est fissuré. Enfin, il y a un des 2 guitaristes qui est parti aller fonder Gamma Ray, et genre là après ils ont pondu 2 albums qui étaient des gros échecs commerciaux. Et du coup, les labels, ils voyaient que les 2 Keepers avaient bien marché. Et du coup, ils ont commencé à dire, bon, bah, si les vrais Halloween peuvent plus faire du Halloween, on va aller chercher dans d'autres groupes. Et c'est pour ça, en fait, il y a toute une scène qui s'est créée. En premier, t'avais Ok. les Gamma Ray, Blind Guardian. Et puis après, ça a été Stratovarius, Rhapsody, Edguy, tout ça. Ok. Mais Je comprends. il y a quand même eu une évolution, tu vois, autour de ça. Et toute une scène qui s'est créée, comme tu dis souvent. C'est une scène, quoi. Ben là, tu vois, justement, en achetant les Eldritch et en achetant aussi l'album Behind du groupe Superior, qui est aussi un groupe allemand, j'ai lu un petit peu bah, les interviews qu'ils ont laissé dedans et tout ça. Et c'est vrai qu'il y avait quand même ce côté, bah écoutez,
Hein, nous, vous êtes sur le côté power et heavy, tout ça. Ouais, bah faites comme les grands. Voilà. Dire à un moment, faut vendre des disques, quoi. Et justement, bah, Superior, eux, ils se sont dit, ouais, mais non, nous, on veut pas. Par exemple, nous, on a rajouté un clavier et on a modifié les compos en conséquence. Et on l'a produit nous-mêmes parce que les labels n'en voulaient pas. Je crois que l'album, il est sorti en 99, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est vrai que le behind de Superior est quand même sorti en 95, pardon, 95. 95, sortir du heavy prog, bon, déjà le prog c'est pas vraiment, ça marche pas vraiment. Le premier Eldritch il est pas de 95, je me souviens plus. Le premier Eldritch de 95, on est à peu près sur la même période, et d'ailleurs les deux ont fait une sortie split, tu sais, ils ont mis deux morceaux entre eux, ouais. Donc ouais, Superior et Eldritch sont reliés dans la scène aussi. Et en fait ce qu'il y a c'est que Superior, ouais, en fait ils ont produit eux-mêmes parce que en fait il y avait une pression des labels, et eux non, ils voulaient faire à leur sauce. Et ils ont bien fait finalement parce que Behind c'est vraiment un album très très singulier. Ouais, non, c'est sûr. Bah après, ouais, c'est toujours le côté aussi où si tu veux te faire signer, parfois faut un peu ravaler ta fierté. Et genre, après, c'est des mecs en costard qui vont signer ton groupe ou pas, quoi. Donc les gars, ils vont dire, ouais, il faut que tu fasses comme eux là, et puis on te signe. Et, bon, c'est toujours après une sorte d'équilibre entre la liberté artistique et aussi, bah, faut vendre des disques. Hein, non, ouais. Et là où c'est intéressant, c'est que ça raccroche avec ce que tu disais pour Hammerfall dans ta vidéo, que bah personne voulait vraiment d'eux, à moins que Nuclear Blast qui voulait justement du heavy metal. Et là je raccroche au point Death de Mom, parce que bah mine de rien Nuclear Blast c'est vrai qu'ils étaient connus pour le côté plutôt métal extrême, et quand Schuldiner avait voulu après Symbolique plutôt s'orienter dans le heavy metal, tous les labels lui ont dit non mais mon gars, là ton groupe là, Control Denied, on n'en veut pas, t'es Schuldiner, t'es connu pour Death. Il y a que Nuclear Blast qui a dit ok, on te signe ton Control Denied, parce que eux ils voulaient du coup du heavy, ils voulaient des écuries heavy metal, ils voulaient compléter leur stock, tu vois. Mais ils ont dit à une condition, on te publie ton Fragile Art of Existence si tu nous fais un dernier album de Death. Et c'est ce son of Perseverance. Et c'est pour ça que quand tu écoutes les démos, t'as des morceaux qui étaient prévus pour Perseverance qui sont retrouvés dans l'existence, dans Control Denied, et des morceaux de Control Denied qui sont retrouvés dans son of Perseverance. En fait, c'est les deux faces d'une même pièce que j'ai déjà dit plusieurs fois. Et je trouve ça super intéressant. Et du coup, ça relie à ce que tu disais avec Hammerfall. Nuclear Blast cherchait des heavy un petit peu nouveaux. Ils sont allés chercher Hammerfall. Et ils ont bien voulu se matraquer en mode de power metal as return, tu vois. Enfin, vraiment, ils sont allés à fond là-dedans. Et tu voulais dire un truc, excuse-moi. Non, bah en fait c'était juste pour compléter ce que tu dis, vu qu'en ce moment je suis en train de bosser un peu à Hammerfall. Bah justement, Hammerfall a fait une tournée aux États-Unis en 98 en première partie de Death. Donc, non si. Mais trop fort. Et le chanteur a parlé de ça, le chanteur d'Hammerfall disait qu'on lui avait dit que Chuck Schuldiner c'était pas une bonne personne et tout, que c'était un enfoiré, et au final il s'est rendu compte que c'était quelqu'un d'assez formidable, donc il a dit croyez pas aux apparences et tout. Et aussi le chanteur est allé voir Chuck Schuldiner et lui a dit ouais, je t'avoue, on n'est pas très à l'aise parce que t'es un groupe de death metal et genre nous on est du power heavy avec du clou, des clous et du cuir, quoi. Et Chuck lui aurait répondu bah, de toute façon moi je fais du métal, tu fais du métal, voilà, donc, allons-y, quoi. Et voilà, petite anecdote. Trop bien. Mais ça c'est vraiment la réponse à la Chuck. Ouais, mais c'est vraiment la réponse à la Chuck. En plus, son Persévérance ne sonne plus trop death metal et c'est pour ça qu'il s'est fait défoncer puis réhabilité. Mais c'est trop bien cette anecdote. Et en plus c'est ouais, je me suis fait Mohamed là, vraiment. Ah. Et en plus, alors ce qui est intéressant, c'est que tous les gens qui disent que Chuck Schuldiner c'est une gueule de con, c'est aussi des personnalités qui sont un peu bizarres. Par exemple Patrick Mameli, il aime pas Schuldiner. Mais en même temps c'est Patrick Mameli. On voit ce qu'il devient aujourd'hui. Donc je pense que Schuldiner, il avait le nez creux de pas aimer Mameli. Ça se trouve c'est Mameli qui a raison depuis le début et on est tous cons, tu vois. En fait oui, ça se trouve. Franchement, ce serait quand même ballot parce qu'il y a beaucoup de choses qui prouvent qu'il a tort. Mais bon.
Donc voilà, après Kelly Schaefer et Schuldiner, c'est une autre histoire. C'est pas que Kelly Schaefer est un con, c'est juste que les deux ont des visions très opposées de ce qu'était la musique et de ce qu'ils cherchaient. Mais tu vois, par exemple, il y a beaucoup d'Européens qui ont beaucoup reproché de choses à Schuldiner. Schuldiner n'était pas un gars facile. Il pouvait être gueule de con. Quand ça allait pas dans son sens, il envoyait chier. Et comme dit Gare du Nord, fortes personnalités sont souvent clivantes. Rappelez-vous quand même que Gino Glan, donc le batteur, hein, il faisait la tournée symbolique avec Schuldiner. Il a dit, il avait pété un plomb le jour où Schuldiner a vu l'album Symbolique en sortie 95 avec Suffocation. Il avait pété un câble. Non, Symbolique, c'est pas du death metal, c'est du heavy. Et Gino Glan a dit, ah ben non, je peux plus tourner avec lui, c'est pas possible, j'en ai marre. Donc oui, non, il était pas facile. Donc en fait, la vérité est toujours en fait, la vérité elle est multiple dans ce cas-là. C'est que d'un côté, il pouvait être vraiment soupolé parce qu'il c'est une fois passé, il sait ce qu'il veut. Et il sait ce qu'il veut pas, et il peut être très con avec ça, enfin il pouvait être très con, mais de l'autre c'est aussi quelqu'un de très généreux, très présent. En fait c'est le genre de personne, je pense que il mettait son, alors là je parle, voilà, radio métal, ça vaut, non pardon, 3615 radio métal ça vaut rien, je veux pas dire que radio métal ça vaut rien, je dis voilà c'est radio comptoir, tout ce que tu veux, mais je pense que c'est quelqu'un qui avait une vision de l'intégrité, et quand quelqu'un trahissait son intégrité, c'était fini. Tu sais c'est le genre de personne je pense... En voyant ses interviews, en voyant comment il parle de sa musique, c'est vraiment j'ai une vision, je sais où je vais et je défends ça. Et si tu me trahis ou si j'ai le sentiment que t'es pas intègre, c'est bon, c'est pas possible. Peut-être. Ouais, bah c'est. Pardon. Non. Ouais, bah ça doit être. Enfin, en tout cas, il y a quand même pas mal de gens qui considèrent que c'était un être humain formidable. Moi, je t'avoue, je suis pas non plus allé tout diguer sur Death, mais. Bah, t'écouteras son No Perseverance. En tout cas, voilà. Parce que tu l'as acheté. Oui, je l'ai chopé récemment. Mais même, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il y a certaines démos de Death ou genre des enregistrements un peu qu'il a fait comme ça, où justement il fait une sorte de power metal en chantant super aigu, en singeant un peu le genre, tu vois. Il me semble que il y a des trucs comme ça qui existent. Je sais, tu me confirmeras peut-être. Mais... Alors il y a la cover de Painkiller déjà, où c'est lui qui chante. Et en fait, bien sûr, beaucoup de démos, enfin, il y a 4 démos de Control Denied où c'est lui qui chante. Avant qu'il se rende compte, ouais, purée, mais en chant clair, je chante vraiment comme un pied. Et il a engagé du coup un autre chanteur qui est décédé il y a pas longtemps. Ce qui veut dire que concrètement, au Paradis, nous avons Schuldiner, Sean Reinert, Sean Malone et ce chanteur qui se retrouve. Donc c'est Tim Aymar qui est mort en 2023. Donc voilà, ils peuvent jammer entre eux. Voilà, t'imagines, le line-up 5 étoiles. Chuck Schuldiner, donc guitare-chant. Tim Aymar au chant, du coup qui peut chanter à la place de Schuldiner. Sean Reinert à la basse. Non, à la batterie, pardon. Et Sean Malone à la basse. Imagine ça. Imagine ça. Avec un petit Jimi Hendrix qui vient pour taper un petit solo. Oh! Non, mais ils doivent enregistrer des albums là. C'est... J'ai hâte de les écouter. Ouais. Pas trop vite, j'espère. Mais oui, bon, en tout cas, pour revenir un petit peu à ça, ouais, c'est vrai que Hammerfall, c'était une signature qui était très, comment dire, spéciale, quoi. Bien genre, sûr. Nuclear Blast, ils avaient les In Flames, ils avaient un peu la scène mélodie, la death mélodique suédoise. Ils avaient, alors je me souviens plus, je crois qu'ils avaient un peu de trash, genre Destruction, des choses comme ça. Faudrait que je regarde ma propre vidéo pour m'en rappeler. Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, un an après, ils ont vu le succès de Glory to the Brave, il y a Legacy of Kings qui est sorti. Et là, on leur dit, ah bah, il y a le chanteur de Gamma Ray qui s'est fait virer, il veut faire un groupe un peu à la Judas Priest, et hop, ça signe les Primal Fear, tac. Ouais. Et puis après, il y a eu toute la suite. En fait, le power metal a grimpé de ouf aussi parce que. De ouf. Ouais, du coup, ça a grimpé à fond aussi parce que il y a eu toute l'émergence des festivals. Parce que dans les années 90, les festivals ça se faisait, mais c'est vraiment dans les années 2000 avec internet, le bouche à oreille et le mail à mail et les forums et compagnie, que les gens se sont dit, mais attends, il y a ça qui se joue, mais c'est trop bien. Dans les années 2000, moi j'étais notamment entre, comme j'ai dit, 2005 et 2009, j'étais en Alsace. Et là, le Wacken, ils en parlaient tout le temps. Donc les Blind Guardian et autres choses comme ça, c'était à fond. Alstorm, moi j'ai vécu la naissance d'Alstorm, pas en live, mais en studio. Captain Morgan's Revenge, c'était du power folklorique, c'était serious shit,
Vraiment, c'était pas du party metal. Il y avait quelques morceaux festifs ou enjoués comme le tout premier morceau de Captain Morgan's Revenge, Over the Sea. Excellent. Mais vraiment, Captain Morgan's Revenge, ça ressemble pas du tout à ce que fait Halstorm après. Parce que ce qui marche, c'est son festif. Et en fait, dans le courant des années 2000, surtout 2010, bah comme tu disais, le power metal a shifté et allé vers l'humour. Cet humour un peu bof qu'on retrouve chez beaucoup de groupes de power. C'est un peu dommage que ça ait vieilli comme ça, comme Dragon Force, Sonic Firestorm, Inhuman Rampage. C'était serious business, même s'ils faisaient les guignols. Musicalement, ça composait de zinzin. Et aujourd'hui, bon, c'est un pétard mouillé aujourd'hui Dragon Force. Je suis tellement déçu. Ouais. Moi, justement, Dragon Force, c'est peut-être le premier groupe. Moi, quand j'étais au collège, ça parlait de Dragon Force, et pour moi, c'était ça le power metal. Ah bah ouais. Et c'était. Voilà, Schools of Fire and Flames, tout le monde écoutait ça. C'était. Ouais, c'est Dragon et Force maintenant. Ouais, non mais Dragon et Force, ouais. Mais après, t'as toujours eu un peu ce côté genre positif dans le power metal, tu vois ce que je veux dire, en mode. Que ce soit pour aller faire la fête ou que ce soit pour être un peu inspirant, aller vite, mais parfois même sur des thèmes clichés, genre apprendre à voler et tout. Et ça pour revenir à Halloween. Alors je me suis j'ai un peu réfléchi quand même. Je me suis un peu relis les paroles, notamment du morceau Keepers of the Seven Keys. Ouais. Et en fait, alors moi c'est pas trop mon domaine et tu me diras si je me trompe, mais je crois qu'ils avaient déclaré à l'égard d'Halloween qu'ils étaient catholiques pour la plupart. Et en fait, tu regardes que dans le thème de leur chanson, bah, c'est Lucifer qui veut racheter le monde et tout. Et t'as le gardien des 7 clés qui doit jeter les clés dans la mer et tout. Enfin, et t'as toujours ce côté un peu où, genre, bah, t'as le bien et le mal, quoi, on va dire. Genre, aussi inspiré du Seigneur des Anneaux, des choses comme ça, je pense. Ah oui. Et, t'as aussi, bah, du coup, ce côté un peu positif, faire le bien, qui est un peu né de ça, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, moi je trouve qu'il y a un peu ce côté-là dans le power. Ah, après ça dépend parce que en plus on va dire le catholicisme allemand c'est encore différent. C'est assez différent de ce qu'on a nous. Mais globalement, sans trop rentrer dans les détails, c'est vrai que dans le power metal, il y a ce côté lumineux, ce côté éclatant. Et c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de groupes de métal chrétiens qui sont issus du power. Après, du Conan metal, bah, Shubaswag, il y a le groupe Conan, qui est un groupe de Doom. Et bah ouais, voilà, Nightseed, il y a ce côté protestant exactement. Dans dans le comment ça s'appelle, le christianisme. Oui, Manowar. Bah Manowar, il y a ce côté aussi un peu guerrier. Mais si on prend vraiment le Conan des origines, le Conan plus serious business, il y en a. Hein. Mais moi, je pense, tu prends plus inspiré de Moorcock, du champion éternel, Elric de Ménibonnet, tout ça. Je pense que tu peux aussi trouver. Ouais, ça pourrait faire le sujet d'une vidéo, ça, des groupes inspirés du mythe de Conan. Et en fait, Nightseed, intéressant, ouais, des gros refrains jouant en majeur. Ouais, après Iron Maiden avait un peu ça aussi, hein. Mais c'est vrai que le côté. Après, je dis ça par rapport au groupe de métal chrétien, parce que, en fait, je suis biaisé parce qu'il y a beaucoup de groupes de métal chrétien que j'écoute, c'est du power, parce que voilà. Mais j'ai aussi des groupes de black chrétiens, toute la vague un-black metal, justement, hein, qui est littéralement enlever le noir du black metal. Le noir, la couleur, hein, le côté sombre, ténébreux. Attention, je te vois venir hein, en commentaire. Et t'as aussi du death metal, enfin t'as tout, hein, t'as tout. Et encore une... Après, c'est ce qui est intéressant, c'est ce que disait aussi Maxwell à une époque où il écoutait beaucoup d'AOR, donc Adult Oriented Rock. En fait, quand tu prends des groupes d'AOR, d'hard rock chrétien et tout, ils ont le sens du tube. Tu sais, il y a ce côté, faut que ce soit efficace, quoi, faut que ce soit, ça te mette le smile, quoi. Et ouais, puis mine de rien, voilà, le côté guerrier de lumière, c'est dit dans les textes, puis ça parle au niveau fantasy, puis il y a aussi tout simplement le coup de l'armoire là, cette histoire, ce récit de fantasy avec le lion, l'armoire, le monde de Narnia. Le monde de Narnia, c'est de la fantasy chrétienne. C'est écrit par un converti, voilà. Et il y a beaucoup de thématiques chrétiennes dedans. Voilà. Après, là je me permets une parenthèse. C'est vrai que la religion ne doit pas faire peur en soi. Je comprends que le côté dogme, le côté aussi institution, ça pose problème. Mais il y a aussi le côté foi. Et il faut distinguer, c'est ce que je disais avec Maxwell,
dans la vidéo qu'on a faite, l'entretien qu'on a fait sur la spiritualité il y a maintenant bientôt 3 ans. Mettre de côté la foi qui est personnelle et l'institution de l'autre. Et là, je recommande 1000 fois L'Empire n'a jamais pris fin de Pas comme tellement sur Blast, qui permet justement de mettre en avant le fait qu'il y a une différence profonde entre une institution et ce que les gens vont faire. Rappelez-vous quand même que l'Église catholique a mené une croisade contre des catholiques. Juste parce qu'ils n'avaient pas la même lecture des textes. Ils n'avaient pas la même vie catholique. Donc là, on voit bien la différence qu'il y a, le gouffre entre l'institution d'une part et les fidèles d'autre part. Donc voilà. Et il est important de rappeler ça parce que tous les scandales mis en avant, ça reste des scandales d'institution. Voilà. Et des individus qui ont pris des mauvaises décisions, mais voilà, il y a ce point à remettre en avant. Voilà, juste pour faire cette parenthèse. Non, mais c'est ton stream, hein, vas-y. Et alors, si tu ne vois pas d'inconvénient, est-ce que tu veux écouter un deuxième morceau? Histoire de, oui. Voilà, de te mettre dans les oreilles un peu autre chose qui pourrait te plaire. Hein. Tout à l'heure, c'était CG7. Je t'en ai parlé, donc, Exivius. Tu as jamais écouté Exivius? Non, ça me dit rien du tout, même. Rien du tout. Très bien. Je serais très curieux d'avoir ton avis sur ce... Salut Galet, j'espère que tu vas bien. Je serais très curieux d'avoir ton avis sur ce morceau. Pour moi, c'est morceau top 1. Enfin, ça fait partie de mon top, toute musique confondue. Ce morceau-là, c'est un... Voilà, c'est beaucoup de ma vie, vraiment. Donc c'est un morceau qui me touche énormément. Ok. Avec une forte... En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est un morceau qui m'a accompagné à différents moments parce qu'il y a une très forte inspiration cynique. Donc ceux qui connaissent cynique vont retrouver des petits trucs. Comme je disais, pas de paroles, que de l'instrumentation. Que de la mélodie, que de la... Voilà, aucune voix. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Alors je lance ça. C'est parti.
Et ça finit comme ça. Alors, Ouais. Ouais, ouais, c'est compliqué hein, de devoir résumer à peu près ce que je viens d'écouter, mais genre déjà le bassiste, moi si je dois faire un groupe avec lui, je pense que je suis tranquille, hein, je fais deux trois trucs, il va faire le morceau, il est trop fort. ah, la Et, basse, elle porte le morceau. C'est vraiment. Oh. Boum, boum, et boum. c'est ça en fait, Oh. t'as tout qui est un peu lumineux quoi, genre Ouais. des notes aiguës et tout, puis t'as ça derrière qui est parfois un peu inquiétant, parfois qui suit le truc et tout, c'est vachement intéressant. Et puis, ouais, en fait, ça commence sur une partie tranquille, puis ça part sur des ambiances parfois qui sont assez genre épiques, hein, même. Bon, Mhm. on n'est pas dans le power, mais je pense tu rajoutes de la double grosse caisse, tu mets quelqu'un qui chante aigu par-dessus, tu peux avoir des super trucs. Après, moi, je me dis, c'est peut-être pas le genre de musique que j'irais m'écouter comme ça, mais genre, je me suis dit, si je me baladais dans la rue la nuit en traversant un pont ou quoi, ce serait une bande-son parfaite, quoi. Ouais. Mais en fait, c'est exactement ça ce que tu dis, c'est que en fait, il y a beaucoup d'émotivité. Toutes les pistes sont émotives, même la batterie. Même la batterie, elle chante. Et même la batterie, elle fait des mélodies. C'est ça qui est fou. Ouais. C'est que tous les. En fait, c'est pour ça que tu peux pas mettre de voix. Parce que tous les instruments sont tellement expressifs. Et moi, j'écoute ça, je me dis, mais il n'y a plus rien qui existe. Non, mais vraiment, quand j'écoute Exivius, je me dis, il n'y a plus rien qui compte. Parce que c'est que de l'instru. T'as aucune voix. C'est. Et ils arrivent à te rendre ça, à te créer des paysages, à te créer des ambiances. Et à vraiment ce couplet-refrain, mais. Oh. Et ce qui est fort, c'est que déjà le refrain, tu le retiens. Parce que. Alors que ça tricote sévère. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que le couplet, le premier, est drivé par la basse. Donc c'est très doux. Tout. Et après, c'est la guitare électrique. Et c'est Paul Masvidal qui joue. Donc t'as Paul Masvidal de Cynic qui joue dans ton groupe. Là déjà, tu respectes. Et puis là, il tricote, il va explorer et tout. Et, wow, et tu vois, quand j'ai découvert Exivius, quand j'ai découvert ce Embrace the Unknown, je ne connaissais pas encore le Tech Death. Ok. Et après, j'ai découvert le Tech Death. Et c'est des années après. Mais si je te dis ça, c'est en 2017-2018. Que là, je me dis, mais attends, Exivius et Cynic, c'est quand même très proche. Donc il m'a fallu 7 ans pour. Aïe aïe. Ouais, ça arrive, hein. C'est comme le groupe là dont. Je sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant, mais tu Ouais. sais, je t'avais parlé d'un groupe et je te dis, tiens, il y a un guitariste de Labyrinthe dedans. Et je sais pas si tu le connaissais ce groupe avant. Divine Vision ou Vision Divine? Vision Divine. Divine. Alors, Vision Divine, alors, je ne connaissais pas. Et pourtant, oh, j'aurais aimé connaître ça avant. Et je suis passé à côté, mais. Alors, comment tu as découvert ce groupe? Bah en fait, avant de commencer ma chaîne, moi je suis vraiment orienté power, et on va dire que c'est le style que j'écoute le plus. Et au bout d'un moment, on va dire que tu sais, je suis assez complétiste. Donc Mhm. on va dire Halloween, j'avais bien digué, Gamma Ray, j'avais bien digué, enfin les gros groupes, j'avais bien digué. Ouais. Et du coup, en fait, je me suis noté plein de groupes de power qu'il fallait que j'ajoute à. Notamment, bah il y avait Dream Evil, Ah bah oui, où t'as pu voir ma découverte du groupe dans ma vidéo. Du coup. excellent. Et j'avais noté Vision Divine, et là je l'ai trouvé chez un disquaire au pif. Je me dis, tiens, Vision Divine, c'est du power. Que je me suis pris, c'était incroyable. Ah ouais, donc tu l'as découvert là très récemment. Ouais, je l'ai écouté pour la première fois cette semaine. Ah oui. Attends, non, parce que Mathieu en fait il parlait de Calisia. Ouais, en fait il disait Exivius, tu rajoutes de la voix, ça fait Calisia. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, alors en fait, Vision Divine, ouais, mais je suis comme toi en fait, à me dire, mais pourquoi je suis passé à côté? Justement, à l'époque où j'écoutais à fond Labyrinthe, j'aurais été à fond. Et Fabio Lione, qui est le chanteur de Vision Divine, en fait, il a chanté que dans le premier Labyrinthe. Et moi, je n'écoute que les 2 et 3e, que sont. Ouais. Ah, le deuxième tu l'as. C'est Return to Even Denied. Return to Even Denied. Et le troisième, c'est Sons of Thunder. Son of Honor, merci. Oh, j'ai mon deuxième cerveau, merci. Donc ces deux-là, je les aime beaucoup. Et le premier, j'avais pas écouté. Et effectivement, bah, Fabio Lione, il chante tellement bien que maintenant il est chez Angra. Voilà. Ouais, bah, c'est spécial. Hein. Je citerai Achille de Metal Hunters qui dit qu'il arrive pas à ne pas penser à Rhapsody quand il écoute un gras maintenant. Bah oui.
Bah effectivement. Mais vraiment, le Vision Divine, ah tu m'as mis sur le cul hein. En fait, Ah bah, tu sens le labyrinthe, même dans les nappes de synthé, c'est tellement labyrinthe, ça y ressemble énormément. Mais il y a un truc en plus. Il y a... Ah, je sais pas, vraiment il y a plus de... Il y a des trucs qui me font plus penser à Angra, il y a des trucs qui me font plus penser à... En fait, c'est la jonction, c'est ça, entre Angra et Labyrinthe, ce Vision Divine. Et c'est... ouais, plus, Waouh. c'est plus un album de power, tu vois. Je trouve que Return to Eventy Night, c'est plus un album de prog, même Ouais. si ça reste power. Euh, mais je trouve que ce Vision Divine, enfin, je sais pas, en fait, là, je voulais m'écouter plein d'albums là pour préparer le stream, et au final, je me suis écouté Bah, beaucoup trop de fois celui-là. mais il est trop bien. Il est trop bien. Ah non, mais Il est vraiment. vraiment bien. Mais tu vois, Vision Divine, mine de rien, ah, il est quand même vachement prog. T'as des duels synthé, Ouais. guitare, t'as des arrangements qui sont... pouah. Et je pense que j'ai noté en fait, c'est que tu vois, je disais Halloween, Iron Maiden, c'est légendaire. Et il y a énormément de groupes qui ont puisé auprès de tous ces piliers. Et je disais, ouais, je préfère souvent ce qu'ont fait les autres groupes, tu vois. Pourquoi j'écouterais Halloween quand ça me fait penser à Angra, par exemple. Et tu vois, Vision Divine, ça m'a fait la même sensation, c'est... Bah en fait, voilà, pourquoi j'irais écouter Halloween quand t'as Vision Divine. Franchement, c'est... Tu prends Halloween, tu rajoutes du synthé, tu rajoutes cette science à la Angra, des duels de guitare et tout ça, enfin, ces arrangements et tout qui mettent bien. Ah, c'est trop bien, quoi. Trop bien. Non, mais Halloween, c'est trop bien de toute façon. En fait, je sais pas pourquoi on se pose la question. Faut écouter les deux en fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, Mais je plaisante, mais oui, je comprends que toi, t'as pas l'air d'être très. Après, je sais pas si Halloween t'as trop écouté après ce qu'ils ont fait, ou Walls of Jericho, des choses comme ça. j'ai pas eu le temps, malheureusement. J'avoue que le Keeper of the Sun Key, c'est une excellente expérience. Je me permets juste une parenthèse par rapport à Great Cadaver. Je vais te répondre en live, c'est plus simple. Non, en fait, Schuldiner, il était opposé aux drogues. Je rappelle quand même que il a fait un morceau qui parle de la prise de drogue par le fœtus. Et voilà, j'ai plus de cerveau. C'est sur Paddling, là, je sais plus. Oui, c'est ça. Some say she's dying, she's a stupid bitch. Ah, c'est pas très sympa, Ouais, hein. c'est ça. Mais Ah, les paroles sont très énervées. Ouais. Les Prosit, un album énervé, hein. C'est Living Monstrosity. Donc sur Spiritual Healing. Donc déjà, Schuldiner était opposé à ça. Il était contre les drogues parce qu'il voyait comme ça ravager les gens dans le death metal. Il supportait pas ça. Et en fait, si le line-up a beaucoup changé, c'est parce que Death, c'est son projet. Et donc c'est lui qui a l'image, c'est lui qui a la vision, c'est son groupe. Donc en fait, les gens, certains partaient comme Gene Oglan parce qu'il en pouvait plus des accès de colère de Schuldiner, c'est un fait. Mais aussi tout simplement, les gens allaient juste vivre leur vie de musicien ailleurs. Et en fait, Schuldiner, lui, il engageait les gens en fonction de est-ce que tu peux apporter les couleurs, les techniques que je souhaite avoir dans mon album. C'est pour ça notamment qu'il s'est rapproché de Stevie Giorgio pour le Human et qu'il a engagé Paul Masvidal et Sean Reinhardt qui ont tous les deux après ont pu faire Cynic. Donc t'as quand même, attends, le Human de Death, t'as Schuldiner. Et voilà, c'est voilà, le point même. Excuse-moi, hein, Fanfan. Mais t'as Schuldiner, Paul Masvidal de Cynic, Sean Reinhardt à la batterie, Sean Reinhardt qui est un monstre de la batterie, et Stevie Giorgio à la basse. Stevie Giorgio qui est resté fidèle, hein. Il revenait plusieurs fois prêter main forte à Schuldiner. Et il faut quand même rappeler que Schuldiner, il y a beaucoup de personnes qui le défendent, même de son vivant qui le défendaient. Donc Schuldiner, non, le line-up changeait parce que Schuldiner voulait changer aussi de style. Donc voilà, je voulais juste faire ça, réexpliquer ça. Donc Schuldiner, il avait rien contre un petit joint de temps en temps, mais il était pas fan, il était contre les drogues, parce qu'il voyait les dégâts que ça faisait dans la scène death metal, il aimait pas la scène death metal de toute manière. Et le line-up changeait parce qu'il avait besoin de changements pour ses projets musicaux. C'est un mec jusqu'au boutiste, et il a pu se mettre à dos beaucoup de personnes avec ce tempérament. Voilà. Donc, pour Walls of Jericho, j'avoue que j'ai aucun souvenir de l'album. Est-ce qu'il y a un morceau? Voilà, je suis pas convaincu. Dis-moi un morceau pour me convaincre. Moi je partirais même sur le premier EP d'Halloween. Il y a un morceau qui s'appelle Starlight. Je crois que c'est.
Ouais, c'est ça, Starlight. Ouais. Ouais, j'ai un doute, ouais. Oui, Starlight, le premier morceau. Ouais, bah justement, c'est un morceau où il se moque un peu en mode ouais, tu commences, tu fumes ton joint et puis après tu vas te prendre des seringues, tu vas mourir et tout. Tu vois. C'est des paroles très naïves, hein, les gars, ils étaient assez jeunes. Mais C'était jeune, ouais. pour rester dans le thème, moi, c'est un morceau que j'adore, Ok. le premier morceau. Bah, je m'écouterai ça, et puis je m'écouterai. Tu sais, je vais faire comme je fais des fois, je prends. Tu sais, je vois les mots. Tu vois, Metal Invaders, allez, j'écouterai Metal Invaders de Walls of Jericho. Voilà. C'est ton cherry picking. Ouais, c'est ça. Mais ouais, vraiment, Vision Divine, vraiment intéressant. Et là, d'ailleurs, ce qu'on s'écoute, malheureusement, il y a mon logiciel qui bug pour afficher les morceaux. Là, on s'écoute en fond l'album Moon Babies du groupe Planet X. C'est voilà, c'est le prog, hein, des noms un peu bizarres. Et en fait, si je me souviens bien, dans Planet X, et tu vas voir comment je raccroche les wagons, hein, Moon Babies, c'est un très bon line-up. T'as Virgi Donati à la batterie. Virginie Donati, c'est un batteur qui a notamment joué dans Cosmix, qui est un groupe que j'aime bien. Icefish aussi. Et en fait, c'est un mec qui a la particularité de jouer à l'ancienne. Il joue pas la batterie avec les baguettes en grip normale. Il le joue avec la baguette en travers. Donc, comme les jazzmen à l'époque. Donc, il a ce jeu très particulier, très fluide finalement, très jazz. Ouais. On a Derek Sherinian au clavier. Donc, Derek Sherinian qui est le premier claviériste de Dream Theater, si je dis pas de bêtises. Donc, t'as un. Non. Ouais, c'est ça. Non, pas premier. C'est Kevin Moore ou Derek Sherinian, je sais pas. Ah purée. Non, c'est après. 94 à 99. Derek Sherinian, il a remplacé un moment. Je perds tous les noms, c'est compliqué. Jordan Rudess. Donc ouais, il a un peu. Pardon? Jordan Rudess, c'est celui qui est actuel. Là. Ouais. Et je crois qu'à un moment. Non, ou alors je dis de bêtises. Attends, tu sais quoi, réalisateur? On va regarder le mais je crois que c'est Kevin Moore, Derek Sherinian. Voilà. Donc il y a eu Kevin Moore d'abord. Ah ouais, tu vois, j'ai pas revu mon Dreamsiator. Kevin Moore, Derek Sherinian et après Jordan Rudess. Excuse-moi, voilà, je prends mes excuses. Donc, t'as un batteur de Planet X, t'as un batteur beau gosse, parce qu'il joue super bien. Un claviériste super. Et au guitare, t'as Tony McAlpine. Lui, pareil, gros guitariste, gros technicien. Qui a notamment joué dans Ring of Fire avec Derek Sherinian, si je dis pas de bêtises, ou peut-être que je me trompe, ou alors Ring of Fire, non, c'est avec. Je suis totalement désolé, je suis en train de me perdre dans mes trucs. Non, Ring of Fire, c'était avec Virgin Donati. Le monde est petit. Donc Planet X. Pourquoi j'en parle? Parce que, en fait, tu vois, tu parlais justement de Halloween. C'est ça, hein, on parlait d'Halloween à l'instant. Sûrement, ouais. Et en fait, je suis en train de me perdre. Ouais, le Halloween, Cherry Picking, voilà, c'est bon, je vois. Bah comme ça, en fait, Planet X, je sais que j'ai écouté juste parce que le nom m'intriguait. Je me suis dit, pourquoi Planet X? Pourquoi Moon Babies? C'est bizarre comme nom. Ouais, j'avoue, c'est... Et en fait, c'est le côté un peu prog, planète inconnue, tu sais. Il y a ce côté, voilà, il y a une sorte d'imagerie un peu sci-fi. On sait pas trop où ils vont. Et c'est vrai que c'est assez intéressant d'aller sur ce terrain-là. Donc je pense que ouais, je m'écouterai avec grand plaisir le Metal Invaders. Bah écoute, moi j'irais m'écouter Planet X, ça ne me dit rien du tout. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que forcément, en échangeant des groupes comme ça, ben, en faisant du tac au tac, il y a des groupes qui viennent, tu dis ah je m'écouterai ça, puis je vais écouter ça. Voilà. Ouais, je trouve que c'est sympa comme manière aussi, on passe un peu du coq à l'âne, c'est un peu prog comme vidéo, je pense, comme stream. Oh oui, je pense, ouais, en plus là, mine de rien, voilà, aujourd'hui, j'avais natation, hein, avec les élèves, je les ai amenés à la piscine, et qu'est-ce que je me dis? Ah, je vais aller courir après. Je vais me faire 6 km de course au calme. Ouais, on est bien. On va se reconcentrer. Il y a un groupe de prog, de power, power prog, ou ce que tu veux, d'où tu aimerais parler peut-être. Bah là, en fait, il y a un groupe qui a un peu défrayé la chronique dernièrement, et Max Soimi en a parlé, je crois, justement en live, il a publié le restream. C'est Iron Savior, allemand toujours.
Ouais, Et en fait, ils se sont un peu. Bah, en fait, ils ont revu leur position pour une tournée aux États-Unis, notamment avec toute l'actualité qui se passe politique. On va pas commenter. Mais voilà, eux, ils se situent à l'opposé, on va dire, de l'horizon politique américain. Et moi, je veux pas parler forcément de la chronique actuelle d'Iron Savior, mais juste les albums qu'ils ont pondus, hein, Megatropolis notamment, et Condition Red. Je sais pas si tu les as écoutés ces albums. non, pas encore. Je suis encore. J'ai 2 albums d'eux. Donc, si je les trouve, Megalopolis et Condition Red, c'est Ouais, ça Megatropolis, ouais. Megatropolis. Ouais. Et bah, éventuellement, est-ce que tu veux un extrait? Bah oui, carrément. Moi, je suis très très fan de leur premier album. Alors, si tu es fan de leur premier album, alors j'ai un truc à te faire écouter, c'est assez capotant. Parce que quand j'avais découvert ça, je m'étais dit, oh les mecs, zéro dosage. Et tu vas comprendre. Alors, faut juste que je retrouve. Je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ces morceaux-là. Donc là, je vais te faire écouter un extrait de Condition Red. Ouais. Je pense que c'est celui-là. Et je te ferai écouter un extrait issu de... Mais ceux dans le chat, normalement, les habitués, ils connaissent déjà. Parce que j'ai déjà fait cette remarque. Et mince, je ne l'ai plus sous les yeux. Forces of Rage, c'est de... Non, c'est pas le bon... Tac. Je vais trouver, hein. Vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. Et Unification, sorti en 99. Ouais. Donc là, on va comparer 2002 et 99. Hop. Ok. Allez, je lance. Et on va... Normalement, je vais tomber sur le bon morceau. Ouais, c'est ça. Maintenant que tu as ça en tête. Ouais. Ah, attends, hop. Donc les mecs, en 3 ans d'écart, qu'est-ce qu'ils font? Exactement la même chose. Après, je vais te raconter une petite anecdote sur le chanteur d'Iron Savior, Vas-y. si tu veux bien. C'est que en 1978, il a créé un groupe qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, Gentry, avec un certain Kai Hansen. Oh. Et il a composé plusieurs morceaux. Et au final, il est parti aux États-Unis parce que le groupe décollait pas. Il est devenu producteur. Et pendant ce temps-là, le groupe a changé 2 fois de nom, plusieurs fois de nom d'ailleurs, et est devenu Helloween. Et donc, en fait, il a composé certains morceaux du premier EP et du premier album d'Halloween. Et en fait, il a dit à Kai Hansen, bah en fait, je te file les droits, je m'en fiche, ciao. Donc voilà, pour lui réattribuer son truc, il a donné des morceaux, il en a recyclé certains, quoi. Mais excellent. Ah, mais tu rajoutes plein d'anecdotes, c'est trop bien. Ah là. Ouais, ouais, bah, Halloween, j'aurais bien aimé faire des vidéos là-dessus sur leur histoire, mais j'ai commencé par Hammerfall, histoire de Eh me ouais. faire la main. Bah justement, lance-toi avec un groupe tel que Hammerfall, comme ça, quand il faudra stacker au gros du gros, ah, tu seras au taquet. Bah ouais, c'est ça, c'est ce que je me suis dit. Bon, après, Hammerfall, je passe des bons moments, quoi. D'ailleurs, Oui, c'est bonnard. je me le suis mis à côté parce que je savais que t'en parlerais peut-être, mais Ah, Crimson Thunder, album du cœur. Moi j'ai découvert ça avec The Unforgiving Blade. Pouah, tellement ouais, tubesque. Tellement tubesque. euh, ouais, c'est un super album aussi, hein. Ouais. Hum, Par rapport aux 3 premiers, où ouais, ils avaient encore Jesper Strandblad qui composait. Sur le troisième, ils étaient déjà partis sur des prods américaines, mais celui-là, c'est vraiment, ils se sont émancipés, ils ont commencé à changer un peu leur son, et il y en a qui n'ont pas trop aimé. Oui, c'est ça. Bah disons que Les Crimson choses- Thunder c'est le shift vers du power plus efficace, plus direct. On va dire que la formule se répète un petit peu à partir de Crimson Thunder. Moi, à partir du moment où j'ai découvert avec ça, ça me dérangeait pas. Et puis en plus, moi, le côté mélo, Dreams come true. Ah, ça me plaît. Ça parle à mon cœur d'enfant qui a grandi avec du Disney.
Là. Ouais, je crois qu'il y a 2 ballades dans cet album. Mais pouah, c'est. Ouais, Ah, et ils attends. font, ils font tout le temps des balades à Murphall parce qu'ils sont. Bah, ils sont bons dans l'exercice. Franchement, ils sont très très bons là-dedans. Mais ouais, Euh, Dreams Come True. Angel of Mercy aussi. ouais, c'est ça. Angel of. Et puis Heroes Return. Tellement. Ouais, ouais, non, j'adore ce morceau. Ouais, c'est Et tellement moi, émouvant. le premier, la Riders of the Storm, qu'est-ce qu'il Ah. est bien aussi. Deux, 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 deux. Ouais, C'est j'adore. que des bonnes mélodies. Ah, c'est débile, mais qu'est-ce que ça fonctionne? Ouais, mais c'est ça. En fait, mais en plus, le batteur, c'est pas un mauvais, hein. Il a joué avec Yngwie Malmsteen, puisqu'ils ont fait une cover de Rising Force. Je crois que c'est un truc comme ça. Euh, ouais, ouais. Il y a le bassiste, je sais qu'il a été dans un groupe avec un guitariste d'Accept Hmm, et un ancien chanteur d'Ingrid Malmsteen. d'accord. Mais, Après, moi, mais à j'avais. mon avis, Ouais. ouais, pardon. Non, tu disais, parce que après, bah, je me suis trompé, hein. Non, non, mais je pense que tu as raison Si. sur le batteur. Ouais, c'est bon, je l'ai. Ouais. Le batteur a dû être dans le même groupe que le bassiste et il y a eu un truc comme ça, avec un groupe qui s'appelait Billionaire Boys Club, un truc comme ça. Oh, putain, le nom. Et ouais, ouais, je te jure. Allez, moi, je pense qu'on va s'écouter. Alors, justement, Iron Savior, j'ai découvert avec Megatropolis, qui est Ouais, finalement dans la longueur. Je trouve que l'album il est un peu long, 49 minutes. C'est vrai que je préfère, dans la longueur, je préfère Condition Red, qui est méga long, 1h10. Mais, ah ouais. ouais, mais après, il y a des bons morceaux, notamment le Crazy Iron Savior. Je crois que c'est une cover. C'est une cover de Seal, le chanteur qui a une malformation, je crois, ou quelque chose comme ça. Ou alors je confonds. C'est possible que je confonde. If you're never gonna survive unless we give it all crazy. Ouais, c'est une bonus track. Ouais, c'est ça, Seal. Crazy 91. Voilà, j'étais pas trompé. Et voilà, du coup, Megatropolis, c'est le morceau qui m'a fait découvrir Iron Savior. Et je pense que tu vas comprendre en écoutant les premières secondes. Tu vas comprendre pourquoi j'ai voulu creuser le groupe. Je suis curieux là. Bon, par contre, le groupe est devenu nul aujourd'hui, mais on en parlera après. Allez, c'est parti. Right here, right now, I'm looking back to the road that I've been traveling that brought me here. I remember heaven, I saw hell, and now the hour for my return is drawing near. Endless is the moment as the time is standing still. Fractions of a minute like 1,000 years. Countless are the memories of all I used to know. I'm ready to go. Big city lights
but right now I'm here, and I'm here for good. Big city lights are painting the skies. My mind is set, I'm raising the eyes, and by all means, I'm coming home to make a trouble. Return. Oh, Est-ce purée. que c'est bon ce genre de conneries? Ah mais je pense que le point commun entre tous les morceaux qu'on s'est écoutés, c'est que les solos, mais ça tartine. Ouais. Oh, yo, 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 yo. Mais par contre, c'est quoi cette intro de Painkiller là? Ah oui. Tout, 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 tout. Ouais, mais moi ce que j'aime beaucoup, en fait ce qui m'a beaucoup marqué à l'époque, c'est à des moments les instrus ils s'arrêtent. Tu vois par exemple dans le couplet, t'as juste la voix, tu vois au début du couplet. Et cette voix, alors je sais qu'Enrico il aime pas, il disait mais Rob Halford il est malade, mais là right here, right now, I'm looking back, tu vois avec cette voix chargée. Mais quand tu reviens de Rhapsody et compagnie, t'écoutes ça, tu te dis oh, ah bah bienvenue, ah bah la voix grave dans le power metal, moi j'en veux plus. Ouais, bah c'est. Moi, c'est pas. Bah, je trouve quand même il s'est vachement amélioré en chant, en tout cas. Enfin, il a plus travaillé sa voix que Oui. sur, en tout cas, le premier album. je Oh trouve. oui, oui, le premier album il est un peu cracra. Hein. Ouais, bah, après, il y a Kai Hansen, donc ça va. Oui, après le problème d'Iron Savior c'est que quand t'as écouté un album, la différence c'est juste de la production. Et le fait que, passé Megatropolis, le groupe s'est perdu. En même temps, c'est 2007-2011 entre les deux albums. Et oh là 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 là, c'est. Oh, c'est tombé dans les limbes. Hein. Franchement, leurs albums après, on est très loin de leur prime. Vraiment. Ah, et tu Vraiment trouves, moi, dommage. je sais pas, j'ai pas écouté spécialement. Ouais. Mais ouais, tu m'avais dit que ça faisait très, très boomer, quoi. Genre, Ouais. En fait, c'est exactement ça. Ils ont un humour un peu boomer. Oh là là, le jeu. Par exemple, ils ont fait un morceau qui était sur le jeu vidéo. Oh là là, le jeu vidéo, je ne comprends pas. Je suis vieux. Oh, les gamers avec leurs manettes, tu sais. Les gamers qui jouent comme ça, avec leurs manettes. Comme ça, là. Ah, et puis ils sont perdus, les gamers, dans le monde de l'univers digital. Ouh. Tu vois ce que je veux dire? ouais, je vois le délire. Ouais, bon. Ouais. Mais après, je comprends Enrico qui trouve un côté Judas. Comme je disais tout à l'heure, moi, si les groupes qui s'inspirent des légendes arrivent à ajouter leur petite saveur, et là, ce morceau-là, il y a vraiment leur saveur, quoi. Encore une fois, la façon dont des fois ils font des ruptures, il y a des, voilà, la guitare s'arrête, on entend que la basse et la batterie, et puis même la façon dont le solo est amené, t'as du silence, après ça reprend tout doucement, et puis après ça te tartine. Et j'ai remarqué un truc, il y a beaucoup de groupes qui font ça, notamment dans Vision Divine ou dans les Eldritch et compagnie, des groupes de prog, c'est que, ou alors Firewind, qui est plus du power, du coup moins progressif, et là justement j'ai mis du Firewind en fond, c'est qu'en fait il y a des paroles qui sont évolutives. Par exemple, ils vont te dire une phrase en début de morceau, et ils vont modifier un verbe, un adjectif, mais qui va signaler le parcours dans le morceau, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Par exemple, c'est I've been quelque part, et après c'est non, je me corrige. Tu sais, c'est je suis arrivé quelque part, et à la fin c'est j'ai été quelque part, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, Ouais. on revient au début, mais en mode je me souviens, parce que j'ai déjà fait ça. J'ai pas d'exemple en tête, parce qu'en fait c'est en lisant, et j'ai pas pris de notes en lisant et en écoutant. Mais il y a beaucoup de morceaux de power et de prog qui font ça, et dans Angra, notamment dans Rebirth, ils le font plein de fois. En fait, ils modifient un mot qui reprend un couplet précédent. Mais tu dis, mais là il y a de l'évolution. Et musicalement, tu le sens aussi parce qu'ils vont ajouter une petite variation dans le riff principal ou des choses comme ça. Et là, Megatropolis, c'est que ça. Là, c'est trop bien. Moi, j'adore.
Pour moi, c'est un peu le genre de morceau où le groupe en a un peu marre d'être réduit à faire du couplet-refrain. Mais on n'est pas encore dans le prog, donc les gars se disent bon, allez, on va faire un truc un peu plus chiadé cette fois. Ouais. Mais ça reste quand même super efficace, quoi. Genre, pas non plus giga démonstratif avec des contretemps partout. Tu vois, C'est pas CG7 quoi. ouais, voilà. C'est pas. Mais en fait, c'est ça, c'est mais ça- ces micro-variations qui donnent du dynamisme. Yes. Yes, complètement. Bah, Firewind, je sais pas si tu veux en parler. Moi, pareil, j'ai découvert ça pour la première fois cette semaine, là. Oh, bah, vas-y. Je me suis écouté ça plusieurs fois. Oh, je le connais pas, Days of Defiance. Bah, écoute, j'ai bien aimé. C'était. Bah, non, c'est pas non plus. Je dirais pas que c'est du prog, mais c'est quand même des compos un peu plus. Ça tricote. Ouais, ça tricote, comme tu dis. Ouais, bah, en Mais, fait, c'est normal, ok. c'est le guitariste, hein. Le guitariste, c'est le leader du groupe. Donc, voilà. Ouais. C'est le groupe d'un gratteux. Et dans les années 2000, nombreuses étaient les personnes à vouloir jouer comme lui. Et il était. Ouais, il était hype, ce cher guitariste Gus G. Ouais. Ouais, Ok. ouais. Qui a joué, d'ailleurs, j'avais été surpris en me renseignant. Parce que j'ai écouté, il a joué dans le premier Dream Evil. Il a joué dans Dream Evil, Dragon Slayer et Evilized. Les trois premiers. Ouais. non Et je ne savais pas. Ah ouais. Ouais. Bon, je te dis ah ouais, mais je connaissais pas les groupes il y a 3 mois. Hein, Ouais, mais tu vois, enfin, comme quoi, tu vois, moi j'aimais bien le Dream Slayer de Dream Evil. Le Dragon Slayer, pardon. J'aimais bien Firewind, j'avais jamais relié les deux. Et puis, ah, purée. Ah, vraiment, Firewind, ouais, bon groupe. Hein. Bah franchement, je suis assez impressionné. Genre, bah pareil, ça c'était dans ma petite liste là avec Vision Divine et tout, des groupes qu'il fallait que je creuse. Là j'en ai trouvé 2. Ah ouais? Et l'autre c'est celui d'après. Je sais plus Few Against Many? Je sais plus. Faudrait que je regarde. Je crois que c'est celui d'après. Avec une pochette un peu cool. Un peu cool. Ah, je sais pas. Parce Ouais, que genre rouge un peu. rouge avec une personne qui tient. Enfin, une statue qui tient le triangle de Firewind. Ouais, Donc c'est Few Against Ouais, Many, c'est ouais. ok. Ouais. J'ai trouvé ces deux-là. Ah bah super. Bah, en fait, Firewind, c'est du. Découverte. Ah, excuse-moi, tu voulais. Là, je disais chouette découverte, justement. Bah ouais. En fait, ce qu'il y a avec Firewind, c'est qu'ils ont un style très reconnaissable forcément avec Gus G qui a un toucher hyper émotif, très percutant. Et si tu connais pas Firewind, bah, le premier album que tu vas tomber dedans, tu vas te prendre ça dans la tronche et tu vas être bien quoi. Moi je sais que le morceau qui marquait beaucoup les gens, je crois que c'est The Fire and the Fury, qui est un morceau instrumental. Et ouais, ah là, ça tartine bien comme il faut. Moi j'avoue que Firewind c'est surtout Between Heaven and Hell, avec le morceau Who Am I, qui est une pièce opératique, tu vois, il y a un petit côté grandiloquent et tout, avec des voix au perché et tout. Moi j'aime beaucoup. Et The Premonition, il y a des morceaux que j'aime pas dedans, mais par exemple The Silent Code, Circle of Life, ah j'aime bien ça. And Just Forgive Me, très sympa. Mais ouais. Mince, Ouais, pardon. Je vais pas monter le son. Alors, je dis en tout cas, bah, je sais pas si tu connais ça depuis longtemps. Bah, Fire... c'est Firewind. là, c'est par des. Ouais. Ah moi je connais ça depuis aussi autant que ce Iron Savior, c'est 2008. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, bah, je sais pas. En fait, le groupe, j'en entends pas trop parler. Ouais. Même si c'est un nom que je vois tourner de temps en temps, mais j'ai l'impression. Ça remue plus trop les foules comme. Ça devait être plus dans les années 2000, je sais pas. C'est ça, c'est vraiment dans les années 2000. Bah en fait tu vois, on parlait de Guitar Hero. Il y avait un jeu sur PC qui s'appelait Friends on Fire. Donc c'était un Guitar Hero que tu jouais avec ton clavier, avec les touches F1, FE, F2, F3, F4, F5 et la touche entrée. Et des versions de The Fire and the Fury, t'en avais plein. Vraiment, Fire and the Fury, bon ben c'était pas loin d'être aussi culte chez les guitaristes qu'un Through the Fire and Flames. C'était un morceau sur lequel les gratteux ils se cognaient les dents dessus. Hein. Vraiment c'était ouais, on veut jouer ce morceau, on veut apprendre à jouer. C'était des guitaristes. Ouais, Firewind c'était un groupe connu des guitaristes. Et le power metal grec dans les années 2000, il s'exportait bien, hein. Franchement. Il y avait ça tournait avec Hammerfall et compagnie, ça marchait bien. Bah, c'est. Ah oui, Firewind, c'est grec, oui, mais j'étais bête.
Enfin, je suis bête, j'étais en train de me dire, oui, un groupe de power metal grec, j'ai vu ça aujourd'hui, mais oui, c'est Firehawk. Et ouais, c'était la figure de proue. Et ce cas, c'est que bah, comme le power a changé, et c'est aussi a perdu beaucoup de gens aussi en cours de route, parce qu'il faut pas se mentir, les gens qui aimaient le power dans les années 2000, c'était des ados jeunes adultes. Et en grandissant, est-ce qu'ils ont voulu, est-ce qu'ils ont pu aussi continuer à écouter du power? Ils se sont pas dit, ouais, c'était dans ma jeunesse, je passe à autre chose. Voilà, il y a tellement de chemins qui font que, voilà, tu n'écoutes plus finalement les groupes de ta jeunesse. Ouais,